Ok, Oui, parfait. oui. Du coup, ça va, Bonraj? Ça va, tranquille. Bon, je pense qu'il serait plus judicieux de reprendre la discussion sur le sujet concernant lequel vous avez parlé tout à l'heure avec GZN. J'aimerais revenir sur certains points. Je pense qu'avant tout, il faudrait introduire comment on établit le fait qu'une propriété est intrinsèque ou qu'elle soit extrinsèque. GZN t'a énuméré en fait les critères de dépendance, d'accord, qui sont nécessaires et pertinents pour ce faire. En fait, on peut considérer qu'un objet possède, on peut considérer qu'un objet possède une propriété extrinsèque à partir du moment où il peut déposséder ou posséder une propriété. Par exemple, si on envisage par exemple un objet qui est seul, il peut très bien déposséder une propriété telle que l'omniscience ou l'omnipotence, etc. Par contre, si cet objet-là est seul, il ne peut pas déposséder l'acéité. Auquel cas comment il existerait? Quelle serait la modalité de son existence? Donc, on établit la discussion sur cette base-là, c'est-à-dire l'acéité, ou bien si tu as bien évidemment une démonstration contraire à celle-ci, mais l'acéité, jusqu'à preuve du contraire, est une propriété extrinsèque, se rapportant pas à l'essence, mais à la modalité d'existence d'un sujet. Ainsi, nous disons que l'acéité est irréductible au père. Voilà, le Fils et le Saint-Esprit n'ont pas l'acéité, en ce qu'ils sont, l'un est engendré, l'autre procède, inspiré du Père. Et puis voilà, enfin, si tu veux rebondir sur quelque chose, Déjà, il y a plusieurs points qui me posent problème. Premier point, tu as dit on distingue les propriétés intrinsèques et extrinsèques, et que le moyen de désigner une propriété extrinsèque est le fait que tu dis que voilà, on peut imaginer que cette propriété ne s'applique pas à une essence donnée, à un objet donné. Je suis pas d'accord avec ça en fait. Extrinsèque pour moi, ça signifie simplement une propriété qui ne fait pas partie de l'essence, qui est extérieure à l'essence. En revanche, une propriété extrinsèque peut être un concomitant ou peut-être un accident pur. Ce que j'appelle concomitant, c'est une propriété qui est nécessairement rattachée à l'essence. Et ce que j'appelle accident pur, c'est une propriété extrinsèque selon la définition que tu as donnée, à savoir une propriété qui aurait pu ne pas être associée à l'essence. Ça, c'est le premier point que je fais. Le deuxième point que je fais, c'est que, bon, là, tu reformules la position orthodoxe, la position qu'a formulée GZN, et tu dis, voilà, la propriété d'acéité est irréductible au pair, etc., et que c'est une propriété qui est relative à l'hypostase. Ça, grand bien vous fasse, il n'y a aucun problème, mais c'est pas vraiment la question que je pose. La question que je pose, c'est la question du rapport entre la propriété d'acéité et la nature divine en tant que telle. Si vous me dites qu'il n'y a pas de rapport, alors c'est un rapport d'impossibilité que j'entends. Si vous dites qu'il y a un rapport de nécessité, alors le problème se pose. Si vous dites qu'il y a un rapport de possibilité, un autre problème se pose. Mais je ne suis pas en train de poser la question, c'est quoi le rapport entre l'acéité et le père? Il est évident que le rapport entre l'acéité et le père est un rapport de nécessité, puisque, comme l'a dit GZN, l'acéité, c'est ce qui fait l'individuation du père, c'est ce qui fait qu'il est individu. Donc, à partir de là, il est évident que c'est une propriété nécessaire. Et la question n'aurait pas de sens si je la posais en ces termes-là. C'est pour ça que je pose par rapport à l'essence, par rapport à la nature divine. Et dans mon premier argument, la première version, je posais par rapport au concept d'être nécessaire. Donc je pense que GZN a raté l'argument sur ce point-là déjà. Donc c'est les deux points que je voudrais faire par rapport à ce que tu viens de dire. D'accord, très bien. Alors, ta définition d'extrinsèque est marginale, évidemment, c'est pas la définition qui est communément admise, mais ça fait partie de ton C'est la définition épistémologie. linguistique. Extrinsèque, c'est ce qui est extérieur. Oui, bien sûr, mais c'est pas la définition métaphysique, d'accord? Quand on dit qu'une propriété est extrinsèque, c'est qu'elle ne se rapporte pas à l'essence du sujet qui individue l'essence. Voilà, quand tu dis elle se rapporte pas à l'essence, tu es en train de dire elle n'est pas dans l'essence. Elle n'est pas relative à l'essence, c'est pas une propriété. Ça veut dire quoi essentielle. par relative à l'essence? Ça veut dire Par pas relative dans à l'essence, c'est l'essence. que c'est pas dans Oui. l'essence. Quand entends-tu par dans l'essence, est-ce que tu entends Ce que j'entends par dans l'essence, c'est que l'essence est une réalité donnée, c'est une identité précise, et que quand je dis dans l'essence, c'est-à-dire que la propriété fait partie de l'identité d'une chose. Si je dis par exemple triangle, et si je prends l'essence triangle, et je prends trois côtés, trois côtés c'est dans l'essence de triangle. C'est une propriété qui est essentielle à triangle. D'accord, donc tu te dis que c'est une propriété définitoire de l'objet qui est mentionné. C'est un face, ouais, c'est un différenciat si tu veux. Ouais. D'accord, très bien. Mais donc, étant donné que l'acéité n'est pas une propriété se rapportant à la définition d'une nature, elle se rapporte à la définition d'un existant, à savoir la modalité de son existence. Donc si tu peux, regarde, si tu as autre chose à proposer qui pourrait être plus convaincant et pertinent, je serais ravi justement. Mais non, mais là c'est pas une question de convaincre personne. Là, on n'est même pas dans l'argument, on est dans la définition des termes. Si c'est ça que tu entends par extrinsèque, de toute façon, on va pas débattre sur la définition des termes, parce que considérer l'acéité comme une propriété essentielle, ce n'est pas. Je n'ai pas dit que c'était une propriété essentielle.
D'accord, l'acéité, c'est une propriété comment? Selon ce qu'on a discuté avec GZN, c'est une propriété accidentelle relativement à l'essence. Donc c'est une propriété Qu'est-ce que ça extrinsèque. signifie? Ça signifie que c'est une propriété qui ne fait pas partie de l'essence et qui se surajoute à celle-ci. D'accord. Donc c'est une propriété réelle ou bien c'est simplement un jugement modal sur Ah, ça c'est à vous de me l'existence dire, mais je n'ai pas besoin Non, de non, ça. c'est une question que je te pose. Ah bah l'acéité, si tu me poses la question par rapport à ma conception, c'est-à-dire vous avez défini l'acéité comme l'absence de cause, comme l'absence de principe. Si on prend cette définition-là, dans ma théologie, c'est une négation. C'est pas une propriété existante extramentalement, parce que l'absence de cause, c'est simplement une négation, en fait, c'est une propriété négative. Après, vous pouvez le définir autrement. Le fait d'être autosubsistant n'est pas une propriété négative. Ouais, mais là, j'ai pris la définition principielle, le fait d'avoir un principe. Maintenant, si vous définissez par le fait d'être autosubsistant, il va falloir qu'on s'entende sur ce que signifie autosubsistant. Nous, chez Bah, nous, qui ne ça tient pas son signifie. origine d'autrui. Oui, mais alors le fait de ne pas tenir son origine d'autrui, c'est une négation. Ça, c'est pas une propriété réelle, c'est l'absence de cause. C'est par Mais définition. c'est ce qu'on appelle l'autosubsistance, c'est de ne pas tenir son origine d'autrui. Non, moi, c'est pas ça que j'entends par autosubsistance. Moi, ce que j'entends par autosubsistance, c'est que je différencie entre l'indépendance et l'autosubsistance. Chez nous, ce serait, si tu connais un petit peu, c'est Al-Qiyam bin-Nafs. Il y a deux sens Al-Qiyam bin-Nafs. Il y a l'autosubsistance, c'est-à-dire le fait de ne pas être un attribut, de ne pas dépendre d'un locus, de ne pas caractériser un sujet, d'être soi-même une entité, un corps par exemple, une substance quelconque, enfin c'est le sens de substance si tu veux, hein. Et auto-subsistante dans le sens d'indépendance, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir de cause. Mais dans les deux cas ici, c'est une propriété négative parce que l'absence de locus ou l'absence de cause revêt du sens de l'absence, de la négation d'une chose, et donc c'est pas existant extramentalement. Mais après, c'est ma position. De toute façon, Non, c'est non, à mais vous je de me donner comprends, vos positions. je connais ta position concernant Voilà. cela. Alors, la substance, tu parles de le jawhar, c'est ça? La substance. Alors, oui, jawhar, mais en fait, c'est plutôt jirm, le vrai sens, le vrai mot utilisé qui correspond ici. Jawhar, Ok, c'est une substance d'accord. particulière. Ok. Jawhar, non, je sais pas. On va parler de Jawhar al-Fard alors si tu préfères, cette substance qui est irréductible et indivise. Alors ça, oui, Celle-ci, mais ça c'est particulier. C'est pas substance en général. C'est pas substance, substantia d'accord, ou mais la substance en général, c'est quelque chose qui réside intramentalement. substance en général, c'est un existant qui n'a pas besoin de locus. T'as un existant qui n'a pas besoin de locus. Donc un existant, dans ta définition de la substance, c'est un particulier. Alors si tu me dis que c'est un Qu'est-ce qu'il y a existant. dans ma définition de la substance? Oui, si tu me dis que c'est un existant. Non, le concept de substance est un concept qui est partagé par plusieurs existants, puisqu'il y a plusieurs existants qui sont des substances. Il y a, par exemple, tous les corps sont des substances. Ça, c'est un exemple. Après, la substance particulière, je sais pas moi, table, ça c'est un particulier. D'accord. Ok. Donc la substance en tant que telle, la définition générale est intramentale, mais Et, qu'elle peut être la, appliquée, elle peut être appliquée à une pluralité d'existants oui, oui, particuliers. C'est le ça? concept de Ok, d'accord. substance, Très bien. Alors, est-ce que tu pourrais me reformuler la critique que tu as faite à GZN? bah, la critique que j'ai faite, alors sur l'argument en tant que tel, ou ce que lui a répondu et ce que moi je lui ai répondu. L'argument. J'aimerais comprendre l'argument. Lorsque tu dis quel est le rapport entre l'essence Ah, divine donc et le c'est Père? pas l'argument, c'est un corollaire de l'argument plutôt. Alors sur cette partie-là de l'argument, je disais que je posais la question à GZN, quel est le rapport qui existe entre la nature divine, l'ousia, celle qui est consubstantielle, et, par exemple, la propriété d'acéité. Et je posais la question à GZN, est-ce que c'est un rapport de nécessité, de possibilité ou d'impossibilité? Et ce que j'entendais par possibilité, impossibilité, nécessité, c'est des définitions classiques, à savoir, est-ce qu'on peut imaginer de l'ousia sans acéité? Ça, c'est par exemple, si on peut ne pas l'imaginer, ça serait impossible. Si on peut l'imaginer et on peut ne pas l'imaginer, enfin, si ça peut se produire et peut ne pas se produire, on appelle ça impossible. Et si c'est Oui, oui, non, on ne bien peut sûr. pas ne pas s'imaginer, c'est bon, bref, t'as compris. Non, 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 bien sûr. Non, mais du coup, quand je te donne les critères par lesquels j'établisse une propriété extrinsèque ou intrinsèque suivant mon épistémologie, pourquoi tu dis Selon que ta c'est pas définition, ouais. Non, c'est pas suivant ma définition. Moi, j'attends justement une démonstration métaphysique que l'acéité est une propriété extrinsèque ou intrinsèque suivant ton épistémologie. Mais Tu ne peux pas enfin, Attends, je finis, s'il te plaît. Tu ne vas-y, peux vas-y. pas simplement postuler cette proposition-là et la tenir pour vraie alors qu'elle ne découle pas d'une démonstration, étant donné Mais que c'est pas une proposition analytique. C'est pas évident de dire que l'acéité est une propriété extrinsèque ou que l'acéité est une propriété intrinsèque. d'accord, Attends s'il te plaît. vas-y. Moi, je donne des critères de dépendance et ça, je me réfère justement à Shoemaker. Dans propriété et causalité, il établit ces critères de dépendance-là pour démontrer, d'accord, ou pour induire, pardon, si une propriété est intrinsèque ou extrinsèque. La question que tu as posée, c'est à savoir, est-ce que l'essence divine peut être conçue indépendamment de l'acéité? Bah, ça revient absolument justement à ce que je te disais. Étant donné que l'essence divine est abstraite et qu'elle est impersonnelle, et que ce qui peut se rapporter, ce sont les propriétés intrinsèques. Voilà, ce qui peut se rapporter, ce qui peut être prédiqué à l'essence divine, ce sont les propriétés
intrinsèque, bah, c'est une erreur de catégorie, de poser cette question, à savoir est-ce que l'acéité peut être, est-ce que l'essence peut être envisagée avec l'acéité. C'est une erreur de En catégorie, quoi c'est une erreur de catégorie? étant donné que l'acéité est une propriété d'un sujet et non pas une propriété de la nature du sujet. Et je t'ai donné l'exemple, justement d'un objet qui existerait seul, qui ne pourrait pas justement ne pas posséder l'acéité. Et après, je te donner l'exemple justement, on peut très bien concevoir sans que cela implique une impossibilité rationnelle, une contradiction logique, un objet qui serait seul et qui déposséderait l'omniscience, qui déposséderait la volonté, qui déposséderait l'omnipotence, etc., sans que cela implique une contradiction. Par contre, si on conçoit cet objet seul comme dépourvu de l'acéité, alors on se poserait la question, comment existe-t-il? Et pour répondre à la modalité de son existence, on devrait dire que cet objet-là, d'accord, et non pas son essence, cet objet-là est assez. D'accord, c'est bon, t'as fini? Oui. D'accord. À mon avis, encore, tu rates encore l'argument comme ton collègue, parce que ce que je lui ai posé comme question, c'était assez précis. Je lui ai dit d'abord, qu'est-ce que le père? Et on a convenu avec lui que le père, c'était, dans sa définition, en fait, si on pourrait dire chez nous dans sa quiddité, c'est une essence, c'est-à-dire l'essence divine, la nature divine, qu'il a lui-même qualifié d'un ensemble de propriétés, avec une propriété individuelle spécifique qui est l'acéité, et puis d'autres comme par exemple le fait d'être principe, ou on appelle ça aussi la causalité. Bon, donc on a défini, si vous voulez, le père de cette façon-là. On l'a défini de cette façon-là. On a dit c'est un ensemble de propriétés, etc., etc. Donc je ne fais pas une erreur de catégorie quand je demande le rapport entre l'acéité et cet autre ensemble de propriétés. Pourquoi? Parce que la question que je pose quand je pose la question de c'est quoi le rapport entre la nature divine et l'acéité, je veux entendre par là, en fait, dans le fils, enfin le père plutôt, le père, ses constituants sont liés de quelle manière en fait? Parce que les constituants d'une définition peuvent être liés de différentes manières. Et là, on pose la question justement, par exemple, si je prends un exemple tout simple, chez nous par exemple, chez nous, la relation entre l'être nécessaire et ses propriétés, comme par exemple la puissance, c'est un rapport de nécessité, c'est ce qu'on appelle l'inséparabilité. Et nous, on pose la question de la même manière chez vous, c'est quoi le rapport qui existe entre ce set de propriétés qui fondent la l'ousia et cette propriété particulière qu'est l'acéité? Je vois pas en quoi il y a une erreur de catégorie, on peut tout à fait poser la question. D'accord. Alors, ta question peut-être n'est pas claire pour moi, je dois l'admettre. Cependant, si tu veux simplement envisager le rapport de séparabilité entre l'essence et l'acéité, je te dirais qu'il y a un rapport d'inséparabilité. Bien évidemment, entre le père qui, lui, est assez, contrario justement du Fils et du Saint-Esprit, et que le Père est l'unité divine. C'est-à-dire qu'il n'est pas envisageable, on ne peut pas envisager l'essence divine indépendamment du Père et inversement. Ouais, ben donc là, tu tombes dans le même travers que Gézéden, parce que c'est la position qu'il a soutenue, c'est qu'en fait, là, tu rentres parfaitement dans le Burhan al-Tamayus. Pourquoi? Parce que si vous dites que le rapport qui existe entre la nature divine et la propriété d'acéité est un rapport de nécessité, alors quand on va prendre une autre définition, quand on va prendre une autre hypostase, par exemple le Fils, on va constater que dans cette hypostase, dans sa définition, dans sa quiddité, comme on a dit, il y a un ensemble de propriétés qui s'appelle nature divine, et cet ensemble de propriétés, on l'a qualifié comme étant nécessairement rattaché à l'acéité, donc dans la définition du Fils, ou au moins un des concomitants du Fils, doit être l'acéité. Et c'est la même chose pour le Saint-Esprit. Donc, finalement, il n'y a plus de distinction entre les personnes de la Trinité. Alors, c'est vrai que ta volubilité peut porter à confusion, donc j'aimerais bien que tu prennes le temps d'expliciter calmement ta critique. Premièrement, tu as dit le set de propriétés attribuées à l'essence divine est nécessaire à l'acéité, je ne sais plus exactement. Est-ce que tu pourrais répéter ce point-là précisément? Le rapport qui existe entre l'ensemble des propriétés qui forment la nature divine et l'acéité. Quand tu dis rapport, tu parles d'une relation? Je parle d'une relation, oui, le rapport d'attachabilité, on pourrait dire. Okay. La relation entre l'acéité et les attributs... L'ensemble des propriétés qui forment la nature divine. D'accord. Et donc, c'est quoi le problème exactement? Le problème, il est le suivant, c'est que si vous dites que le rapport est un rapport de nécessité, alors si on prend par exemple le Fils ou le Saint-Esprit, on considère ces sujets-là, on considère leur définition comme on l'a fait pour le Père, on constate qu'il y a la nature divine, en raison de la consubstantialité que vous concédez, et donc ça signifie que le Fils a un ensemble de propriétés qui fondent la nature divine, et on a précédemment dit, tu l'as admis, que cet ensemble de propriétés a un rapport de nécessité avec l'acéité, ce qui signifie que le Fils, dans sa définition, aurait également l'acéité, au moins comme élément de sa définition, ou comme concomitant. Ce qui fait qu'il n'y aurait plus de distinction entre les personnes de la Trinité. J'ai très bien compris, mais je pense que ta démonstration est quelque peu insidieuse, étant donné qu'on nous sommes partis du principe, premièrement, que l'acéité
est irréductible au pair, d'accord? Tu vas dire c'est pas ta question, mais l'acéité est inenvisageable indépendamment du pair. Donc, avant de demander justement la relation qu'il y a entre l'acéité et l'essence divine, il faut savoir quelle est la relation entre les hypostases et l'acéité. Et je te dirais que la relation entre les hypostases et l'acéité, bah, premièrement, c'est que l'acéité est irréductible au pair et que le pair est inenvisageable indépendamment de l'essence et inversement. Donc, par conséquent, lorsqu'on pose la question quel est le rapport entre l'essence divine et l'acéité, ça revient à demander quel est le rapport entre l'essence divine et le pair, compte Faux. tenu justement de notre position. Non, on dit pas ça. C'est pas la question que j'ai posée. Parce que Ah si, c'est la question que tu as posée. non, c'est faux. Non, c'est faux. Tu fais le même. Exactement. En fait, vous avez exactement les mêmes erreurs. C'est assez fascinant. En fait, Alors, une erreur selon toi, s'il te plaît. Ah, je vais te la donner, l'erreur. Non, L'erreur dans la compréhension de ce que j'ai dit, hein, pas l'erreur d'accord, okay. dans ta position. Ta position, tu peux l'avoir, il n'y a aucun problème. Mais l'erreur dans la compréhension de ce que moi j'ai dit, c'est que vous me demandez de considérer le rapport qui existe entre, comme tu as appelé ça, l'irréductibilité de l'acéité relativement au pair. Si je reformule ce que tu as dit, c'est ça. Sauf qu'en fait, cette question, pour nous, elle a absolument aucun sens parce qu'elle est d'une évidence absolue. Si vous définissez le pair comme étant une essence divine avec une propriété d'acéité, il est évident que l'acéité est irréductible au pair, puisque c'est la définition du pair. Sauf que c'est pas la question. On est en train de regarder le rapport qui existe entre la nature divine et l'acéité. Et c'est pas la peine de me dire, oui, mais il existe un rapport particulier entre l'hypostase du père et l'acéité. Ça, il n'y a aucun problème, on est d'accord. Enfin, je suis d'accord, dans le fond, il n'y a aucun problème ici, en fait. C'est juste pas l'objet de l'argument. Et l'autre, point notable, cet argument s'appelle aussi problème de l'individuation. Et s'il s'appelle problème de l'individuation, c'est justement parce qu'on questionne le rapport entre l'individu et la nature abstraite. Et là, le problème, il est là. C'est que le rapport qu'il y a entre la nature divine et la propriété spécifique d'acéité, vous êtes obligé de dire que c'est nécessaire, et quand vous dites que c'est nécessaire, vous arrivez à la conclusion que toutes les hypostases ont cette propriété d'acéité. Et pour le moment, tu n'as pas répondu sur ça. D'accord, donc en d'autres termes, hein, ton argument est de démontrer que chez nous, l'acéité est une propriété essentielle se rapportant à l'essence, et compte tenu de la consubstantialité, les autres hypostases devraient la posséder. Alors déjà, je ne sais pas si je t'ai coupé, mais en tout cas, je t'ai dit, par rapport au terme essentiel, il va falloir qu'on se mette d'accord sur les terminologies. D'accord, c'est très simple. Alors essentiel, c'est ce qui se rapporte à l'essence, une essence qui est pour moi, c'est pas clair ce qui se rapporte à l'essence. Pour moi, il y a deux manières de se rapporter à l'essence. Il y a être un prédicat, par exemple, peu importe, par exemple, je sais pas, une substance qui est rouge, voilà, elle se rapporte à l'essence aussi d'une certaine façon. Et puis il y a se rapporter à l'essence dans le sens être inclus dans l'essence. Pour moi, c'est les deux sens que j'entends par essentiel. Quand tu me dis essentiel, tu sembles impliquer que moi, je dis que c'est inclus dans l'essence, ce qui n'est pas le cas. Je dis pas forcément ça. Je dis pas forcément que la propriété d'acéité est essentielle au sens où elle est inclue dans l'essence. Par contre, je dis que la propriété d'acéité, selon ce que vous êtes en train de me dire, est au moins un concomitant. Un concomitant, c'est-à-dire une propriété. Voilà, bref. Comprends une chose. Tu ne peux pas formuler cette critique en partant du principe que les essences que tu envisages dans ta critique sont toutes individuelles. Où j'ai supposé que tout. Enfin, tu parles d'essence divine, Lucia, ou les particules, quand tu parles des concomitants, c'est-à-dire les implications, etc., d'une essence, d'une quiddité donnée. D'accord ? Les implications d'une quiddité donnée, ce sont des propriétés accidentelles qui sont inséparables justement de ses antécédents, c'est ça ? Si j'ai bien compris ? Oui. D'accord. Donc ces propriétés accidentelles, du coup dépendantes des propriétés sous-jacentes, d'accord, sont comment dire, comme étant une extension de l'existant. En quoi non, pas une extension de l'existant. Non, mais quand je dis qu'une extension de l'existant, une extension des propriétés de l'existant. Voilà, c'est une extension des propriétés essentielles de l'existant. D'accord, des propriétés essentielles de l'existant. Et lorsque tu dis des propriétés essentielles de l'existant, c'est des propriétés pertinentes pour la définition justement de cet existant-là. Incluses dans la quiddité. Donc, quand tu dis inclus, c'est des propriétés définitoires. C'est-à-dire que ce sont les propriétés nécessaires et suffisantes pour considérer un tel objet comme étant, par exemple, un homme, comme étant, voilà, ceci, cela. Maintenant, la question que je te pose. L'individuation. D'accord ? L'individuation d'une substance ou d'une essence, et là je parle d'une essence bien évidemment impersonnelle, donc de quelque chose qui est général. L'individuation d'une essence donnée, est-ce que c'est ce qui donnera lieu, d'accord, à ses propriétés accidentelles ? Alors, ça dépend ce que tu entends par individuation. Si tu entends par individuation le fait d'ajouter à une essence abstraite des propriétés non définitoires, donc non essentielles selon ce que je viens de dire, eh bien, ça, on appelle ça l'individuation. C'est ça l'individuation. C'est le fait qu'on considère un individu, c'est son essence abstraite plus ses propriétés spécifiques qui font de lui un particulier. Oui, très bien. Donc voilà. Par exemple, est-ce que tu as connaissance un petit peu de la sémantique de Kripke lorsqu'il parlera, par exemple, d'objets nécessaires a posteriori, comme les désignateurs rigides, etc.
Non, j'utilise la logique modale post S5, enfin pré S5 plutôt. J'utilise pas Après Click. S5, tu prends quel modèle? Alors, alors, ça dépend, parce qu'en fait, il y a le modèle S5 que je prends en partie, mais le problème, c'est qu'il ne correspond pas totalement à la logique islamique, notamment sur la question des mondes impossibles, etc. Donc, il n'y a pas de nom de modèle en logique formelle qui correspond parfaitement, mais c'est la logique islamique, en fait. D'accord, ok, donc tu fais pas de la logique modale, mais indépendamment de ça, juste Si, c'est la pour... logique modale, il y a des modalités, c'est la définition de la logique Oui, modale. mais quel modèle tu m'en cites pas à un Ouais, bah, moment, le modèle ça va être islamique. compliqué. Bah, On va savoir lire quels sont les Khaled, axiomes, va lire quels sont les Khaled, axiomes de ouais. ton, quels sont les axiomes de ton système, moi je sais pas, tu vois, bon, Ah bah les bref. axiomes de mon système, ils sont bien connus. C'est les 3 modalités de la possibilité, de l'impossible, de la nécessité que j'ai défini au moins une vingtaine de fois depuis le début de la discussion. Et puis D'accord, je les ai encore redéfinis ici. Donc c'est pas c'est pas un modèle très compliqué simplement. Et aussi la distinction nécessité extrinsèque, nécessité intrinsèque, qui est déjà bien connue de toi, il me semble. d'accord, oui, mais en fait, c'est pas, il n'y a pas que la logique modale qui utilise des opérateurs comme tels. Ah bah bien sûr qu'il n'y a pas de la logique modale qui utilise. Enfin après ça dépend ce que tu entends par logique modale. Moi C'est pas parce j'entends que par logique tu modale. utilises. Oui, vas-y. J'entends par logique modale une logique simplement qui introduit des opérateurs modaux, en D'accord, particulier ok, la nécessité et d'accord. l'impossible. Ok, c'est la définition. Non, mais ce que je voulais dire par là, c'est que si on prend, on va dire, la définition de Kripke, on peut très bien envisager comme étant nécessaire un désignateur rigide. C'est-à-dire, Aristote est un désignateur rigide, ou Ashkar, ou même von Rach est un désignateur rigide. En ce que, justement, c'est un nom propre et qui C'est quoi un désigne directement. désignateur rigide? Un désignateur rigide, c'est l'identité d'une personne. Il y a des désignateurs qui ne sont pas rigides. Par exemple, Ashkar parle ou a parlé, a fait un débat avec Ok, von ok. Reich. Voilà. Donc, c'est des faits contingents se rapportant justement à ce désignateur rigide-là. Donc, voilà. Donc, les désignateurs rigides sont l'identité personnelle ou l'identité voilà, d'un particulier. Est-ce que dans l'identité d'un particulier, il peut y avoir des accidents nécessaires Bah, quant si à tu définis l'identification? l'identité comme la définition d'un individu, alors en fait ça dépend, parce qu'il y a plusieurs manières de considérer l'identité. Si tu considères l'identité uniquement comme la quiddité d'une chose, c'est-à-dire ce qu'elle est en tant que telle, eh bien on ne considère pas les concomitants dans la quiddité d'une chose. On considère uniquement ce qu'on appelle les propriétés dites essentielles, intérieures à la quiddité. On ne considère pas les Très bien. concomitants. Voilà, très bien. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Donc, étant donné que dans la définition justement d'une quiddité non instanciée, on ne donne que des propriétés essentielles, intrinsèques, alors ce qui va causer, on va dire, les propriétés accidentelles ou ce que tu appelles les concomitants, c'est le fait que cette quiddité-là est appliquée à un existant concret, réel, extramental. Non, pas forcément. C'est D'accord. pas forcément. Donne-moi, Enfin, donne-moi. ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi être. Enfin, ça veut dire quoi pour une quiddité être appliqué à un existant concret? On a l'impression que tu fais une distinction entre l'existant concret et la quiddité. Qu'est-ce que tu entends précisément par là? Parce Ce que que tu là, tu entends m'as par posé la quiddité, question. regarde, Ouais, c'est vas-y. vraiment, c'est l'idéographie frégéenne, c'est de la philosophie analytique, c'est simple. Ah, mais D'accord. attention, je préfère préciser une chose, hein. Moi, je réponds avec mon paradigme. Tu peux pas me reprocher de pas utiliser la philosophie occidentale pour débattre avec toi. Je vais D'accord, pas mais ça utiliser de n'a pas de philosophie sens. occidentale. C'est Ah ça le non, ça n'a pas problème. de sens pour toi, parce que tu veux imposer que j'utilise un Absolument paradigme pas. que tu connais. Mais tu connais pas mon Absolument paradigme, pas. c'est ça qui te pose problème, à mon avis. Non, non, je Je connais ton utilise mes paradigme, références. je Ah connais ton paradigme. bah visiblement non, vu comment tu Mais, définis essentiel, etc. juste, on va dire que tu n'es pas conforme à ton paradigme, mais ça, je vais le prouver par Ah la suite. vas-y, prouve-le-moi, je Par t'écoute. la Je suite, suis pas ne content. t'en fais pas. Chaque chose Ah en son bah temps. j'ai hâte de le savoir. Pour revenir à notre sujet de discussion, quand tu parles de quiddité, tu mentionnes une chose qui est intramentale et dont la définition est nécessaire pour cette quiddité donnée. Autrement, si cette quiddité ne posséderait pas, on va dire, ses propriétés, elle ne serait pas cette quiddité-là. Ce serait pas elle-même, oui, on l'a dit plus Voilà, tard. donc, est-ce que cette quiddité-là est un existant extramental? Laquelle? Une quiddité donnée, peu importe. Ah mais il y a des quiddités qui n'existent pas extramentalement. Il y en a qui existent extramentalement, d'autres qui n'existent D'accord. pas extramentalement. Ok. Enfin ça Est-ce dépend. que Je la sais pas, une quiddité, licorne dans ma regarde, chambre n'existe pas extramentalement. d'accord, la quiddité humain, Oui, est-ce que ça existe extramentalement? la quiddité humain existe extramentalement. Alors maintenant, il faut, je précise, Attends. non, je précise une chose parce que je sais où tu vas Oui. revenir. Tu vas revenir à la question des universaux. En fait, là, je tiens à noter, je vais noter deux choses. Premièrement, on s'éloigne du débat. À mon avis, tu veux venir sur la question Non, des mais on va y universaux. revenir justement, Il n'y a c'est ça. aucun problème. Et deuxièmement, alors qu'est-ce qu'on entend quand on dit la quiddité humain existe? Quand on dit, en fait, il y a deux sens. Soit on entend par là qu'il y a des choses qui correspondent à la définition humain. Si on prend humain, il y a des choses qui correspondent dans la réalité à ça. Et dans ce cas, oui, la quiddité humain existe. Moi, toi, nous sommes des humains, etc. Il y a des particuliers qui instancient cet universel. Ah, très Soit tu bien. entends par là, tu entends par là que la quiddité humain, et là, c'est pour ça qu'on distingue chez nous les quiddités sans condition, les quiddités avec condition de négation et les quiddités avec condition sur la chose. Et là, la question que tu me poses, c'est est-ce que, parce que tu as dit que tu connais notre paradigme, moi, si tu le connais, je vais aller comme ça. On va parler de Mahiel Mutlaq ou Mahiel Bila Shart, ou
Voilà, Mahia bila shart, ou Mahia bi shart là plutôt. C'est-à-dire une utilité avec condition de la négation. C'est-à-dire qu'on considère le humain, mais sans ses propriétés particulières, sans sujet particulier. Alors la question maintenant, est-ce que ça existe? Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de quiddité abstraite au sens de quiddité absolue qui existe. Très bien. Très bien. Voilà, c'était simplement ma question. Et merci d'avoir fait un exposé complet, hein, on va dire, de ton épistémologie. Donc, ma question concernait cela. Est-ce que cette quiddité indépendante, on va dire, de son instanciation, de toute instanciation, de toutes ses particularités, existe extramentalement? Non, elle n'existe pas extramentalement. Donc, lorsqu'un sujet ou un objet, justement, extramental répond à la définition de cette quiddité donnée, d'accord, qui est intramentale, ben, on pourra lui appliquer. On pourra dire justement que ce sujet-là satisfait les conditions pour être un humain, par exemple. Oui. Et donc, on va lui appliquer ces particularités. Et ces particularités-là seront le principe de différenciation avec les autres sujets qui satisfont justement ce concept-là. Est-ce que tu es d'accord? Oui, j'ai l'individuation. D'accord, très bien. Donc, l'individuation, c'est l'implication de propriétés accidentelles nécessaires pour l'identification d'un particulier. Autrement dit, une personne ou un sujet, pardon, satisfaisant, d'accord, un objet satisfaisant une utilité donnée, on doit la considérer nécessairement, cet objet-là, on doit le considérer nécessairement avec ses propriétés accidentelles pour le définir tel qu'il est. Bah, si tu considères que l'objet c'est un particulier, oui, tu es obligé de D'accord, considérer. très bien. Donc maintenant revenons-en à la Trinité, d'accord. Lorsque tu me poses la question sur l'essence, considère-la comme étant un objet abstrait, d'accord, une quiddité donnée. Dans la définition même de cette quiddité-là, étant donné que pour moi l'essence n'est pas Dieu, ça n'a pas de sens de dire que l'essence est Dieu. Évidemment que non, je ne vais pas inclure dans la définition. L'essence n'est pas nécessaire? Je ne dis pas qu'elle n'est pas nécessaire, je te dis qu'elle n'est pas Dieu. Mais est-ce qu'elle est nécessaire? Nécessaire en quoi? Est-ce qu'elle est nécessaire intrinsèquement? Est-ce que ça veut dire quoi nécessaire intrinsèquement? Ça signifie que si je prends la quiddité essence divine, ou sia, eh bien elle ne peut qu'exister. Je termine. D'accord. Donc, étant donné que l'essence, d'accord, n'inclut pas la céité dans sa définition là, par contre, elle inclut nécessairement, parce que si l'essence est vraie, on va dire ça comme ça, si l'essence est vraie, alors le Père est vrai. Parce que l'essence, une essence vide ne peut pas exister, d'accord? Une essence vide ne peut pas exister. Une essence, elle doit nécessairement être en hypostasie ou individuée. Et l'individuation de cette essence-là, c'est le Père lui-même, qui possède la céité. Et c'est pour ça que je me rapporte par la suite à la démonstration que je t'ai faite, ou du moins aux critères permettant l'établissement justement d'une propriété, qu'elle soit intrinsèque ou extrinsèque, voilà, pour démontrer ça. Enfin, pour Est-ce que je peux répondre? Bien sûr. Est-ce que tu te rends compte quand même qu'on a passé 15 minutes à parler d'un sujet pour pas que tu répondes à l'objection? Parce que fondamentalement, là, on a fait un tour par la logique modale, on a fait un tour par les universaux, on a fait un tour, etc. Pour au final que tu me dises que le Père est l'individuation de la quiddité abstraite. Bah oui, mais on dit ça depuis le début en fait. C'est même pas le sujet du débat. Le sujet du débat, et moi j'aimerais que tu y répondes quand même, parce que c'est très bien de me dire que le Père est l'individuation de la quiddité abstraite. Je pense que presque tous les chrétiens sont d'accord là-dessus, au moins les catholiques avec vous. Mais la question fondamentale que je pose, c'est pas le fait que le Père soit l'individuation, ou que le Fils soit l'individuation, ou que le Saint-Esprit soit une autre individuation, comme le fait que les humains soient des individuations d'une nature abstraite humaine. La question, c'est le rapport qui existe, et j'ai précisé ce que j'entendais par rapport, c'est-à-dire un rapport modal, si tu préfères, un rapport modal, et possible, impossible, nécessaire, entre cette essence abstraite et ces particuliers, ou l'acéité en particulier. Je donne un exemple avec un cas qui n'est pas divin, comme ça que tu comprends ce que je veux dire. Si je prends par exemple l'essence humaine, et je prends une propriété comme avoir les cheveux bruns, et j'étudie, la question que je pose par exemple, c'est quel est le rapport qui existe entre ces deux choses? Eh bien, la réponse que je vais donner, je vais dire, c'est un rapport de possibilité. Pourquoi? Parce que tout humain n'a pas forcément les cheveux bruns. En particulier, je constate qu'il y a des humains qui ont les cheveux blonds. Donc c'est ça la question que je pose, c'est juste le rapport entre des propriétés individuelles et l'essence abstraite. D'accord, est-ce que je peux répondre? Oui. Tu as convenu avec moi que ce qui fonde l'identité d'un particulier, indépendamment justement d'une quiddité qui est générale, c'est ses propriétés existentielles ou ses propriétés extrinsèques. Intrinsèques. Non, les propriétés extrinsèques. Non, alors, mais écoute, je crois que tu ne... Ah non, justement. Écoute, non, tu vas comprendre. Non, mais tu ne t'entends pas. Vas-y, poursuis, voilà. Mais donc, non. Lorsque je t'ai donné l'exemple avec l'humanité tout à l'heure, tu m'as dit le terme humain en général ne s'appliquant justement à aucun particulier est un set de propriétés essentielles pour considérer qu'un objet satisfait cette condition d'humanité.
par la suite, lorsqu'on va attribuer justement à un objet, en ce qu'il satisfait justement les conditions de la liquidité humaine, on va lui attribuer ce concept-là, bah, il y aura les particularités de cet existant-là, de cet objet-là, qui vont se surajouter à la liquidité, de telle sorte à ce qu'on pourrait le considérer comme une identité, comme une personne irréductible. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, mais les propriétés... Attends, je vais y venir. Vas-y. Je vais y venir. Maintenant, la CIT n'est pas une propriété telle que tu le mentionnes dans ton exemple, c'est une fausse analogie. La CIT n'est pas similaire à le fait de posséder des cheveux bruns, des cheveux crépus ou que sais-je, absolument pas. Étant donné que la CIT concerne directement l'existence du particulier, c'est-à-dire la modalité de l'existence, et non pas, parce que voilà, il faut être précis. Hein. La CIT découle d'un jugement modal. Je pense que tu es d'accord avec ça. Donc, elle concerne directement la manière dont l'existant existe. Est-ce qu'il existe par quelqu'un d'autre ou est-ce qu'il existe par lui-même? Et étant donné justement qu'on ne peut pas poser cette question en ce qui concerne l'essence elle-même, mais parce que pour nous, l'essence n'est pas une existence en tant que telle, n'est pas une existence concrète telle qu'on l'entend dans le sens commun, bah, c'est une erreur de catégorie de poser cette question-là. Maintenant, si tu considères que c'est une réponse non insatisfaisante, bah, grand bien te fasse, mais du moins, je ne vois pas en quoi elle serait erronée. Bon, est-ce que tu as fini? Oui, je t'en prie. D'accord. Bon, là, il y a 2 points, là, à mon avis, qui rament, et je vais y répondre tout de suite. En fait, bon, premier point, tu me dis que tu as parlé de propriétés extrinsèques. Non, c'est pas exactement ça que j'entends, en fait. Pourquoi? Parce qu'on a parlé d'identité d'un particulier. Okay, on a pris l'exemple de la nature universelle humaine, on a dit qu'il y avait des particuliers humains, qu'il y avait des propriétés additionnelles avec cette essence abstraite, et ensuite, tu me dis, voilà, les propriétés qui font l'individuation, voilà, ce sont des propriétés qui sont des propriétés extrinsèques. Et après, tu me dis, les propriétés extrinsèques font de l'identité d'un particulier. Non, en fait, c'est pas. Non, là, on n'est pas du tout dans la même circonstance. Pourquoi? Parce que les propriétés individuelles ne sont pas incluses dans l'essence abstraite humain, mais sont incluses dans le particulier individué. C'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Oui, mais dans ce cas-là, ton utilisation, non, c'est pas ce que tu dis tout à l'heure. Attention, ton utilisation inappropriée du terme extrinsèque est fausse. Pourquoi? Parce que ce qui fait la définition d'un particulier, ce n'est pas les propriétés extrinsèques. Pourquoi? Parce que ces propriétés ne sont pas extérieures à l'individu, elles sont incluses dans l'individu. Elles sont extrinsèques à peut-être la nature abstraite, certes, il n'y a aucun problème, mais là on parle d'identité du particulier. L'identité du particulier, eh ben, ces propriétés-là individuelles sont des propriétés qui sont intrinsèques. D'accord. Okay. Je peux te poser bon, ça, attends, deuxième point, j'ai un deuxième point. Le deuxième point, c'est quand tu me parles, tu me dis, voilà, c'est impropre, c'est une erreur de catégorie, etc. Je ne suis pas d'accord en fait. Toi, tu me dis, ok, la CIT, c'est une propriété qui questionne le mode d'existence d'une liquidité. Et tu me dis, la CIT questionne le mode d'existence. Pas d'une liquidité, non. Bah, de la nature divine. Donc, un objet. C'est une liquidité. Non, comprends bien une chose. Un objet, c'est une liquidité. Comprends bien une chose. L'existence est une propriété de second ordre, d'accord? De second degré, si tu préfères. Donc, c'est pas concernant les objets qu'on expérimente, qu'on va se demander s'ils existent effectivement, mais c'est concernant les concepts mêmes, à savoir si ces concepts-là sont satisfaits par des objets. Et les concepts, c'est quoi si je mets liquidité? Non, mais justement, c'est pas une liquidité. D'accord? On parle pas d'une liquidité, on parle d'un objet. Ah, c'est quoi la différence que tu fais entre objet et liquidité? Un objet peut être considéré comme indépendant justement de sa liquidité, en ce que justement on ne peut pas connaître la réalité de celle-ci. Bah non, ça je suis pas d'accord en fait. Je suis pas d'accord sur ça. Quand tu mènes une investigation scientifique et que tu découvres un objet par exemple que tu n'as jamais rencontré auparavant, tu n'auras pas une liquidité de données applicable à cet objet-là. Oui, mais il n'en demeure pas moins. Ouais, attends, c'est par la suite, c'est par une suite justement d'une régularité d'expérimentation, d'observation de cet objet-là que tu pourras induire certaines de ses propriétés qui s'articuleront en concept. Voilà. Donc, de prime abord, lorsqu'on mène une investigation, on part d'un objet donné auquel on ne peut absolument pas appliquer de concept. Le concept. Là, tu mélanges les thématiques et en particulier. Ça s'appelle de l'épistémologie. Non, ça s'appelle mélanger les thématiques. Pourquoi ça s'appelle mélanger les thématiques? Parce que tu poses comme condition pour être une liquidité l'intelligibilité. Tu me sors ton exemple avec l'expérience scientifique. Sauf que moi, j'ai jamais posé ça comme condition. Et tu as dit que tu connaissais mon paradigme. Hein, ça m'étonne parce que on dirait que t'es pas en train de le connaître. Parce que pour nous, une liquidité n'a pas pour condition son intelligibilité. Ça, c'est faux. On n'a jamais mis que la liquidité a pour condition son intelligibilité. La liquidité, c'est juste une concept. Qu'est-ce qu'il y a?
Qu'entends-tu par Ce que intelligibilité? j'entends par intelligibilité, c'est ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que tu fais la distinction objet-quiddité et tu dis, bah voilà, un objet, on ne connaît pas forcément sa quiddité, il faut qu'on fasse des recherches pour pouvoir y avoir accès, etc., etc. Mais en Non, non, fait, mais tu comprends bien une chose. Enfin, c'est pas compliqué ce que je dis, d'accord? Ce que je moi dis, non plus, c'est pas compliqué, en t'inquiète pas. d'autres termes, hein, c'est très simple. Un objet particulier n'est pas identique à la quiddité générale. C'est très simple. D'accord, sauf Est-ce que que. tu es d'accord avec ça, oui ou non? Oui, oui, mais là, parce que tu as Très bien, donc précisé la voilà. quiddité Mais générale. c'est Tu n'as très pas précisé simple. quiddité. Mais si, je le Quiddité, précise depuis tout à l'heure. non, c'est faux, c'est faux. D'accord, ok. C'est faux, tu Bon, n'as pas précisé quiddité générale. Tu as précisé que tu d'accord, as dit seulement quiddité. Tu as dit que c'était deux choses distinctes d'accord. Mais et tu les as distinguées par une condition d'intelligibilité, ce qui est manifestement faux. Maintenant, deuxième point. Je reviens sur la question de la Trinité. Toi, tu me dis, l'acéité est une propriété qui relève de la modalité d'existence d'une quiddité. Allez, si tu préfères quiddité générale ou objet, enfin, bref, peu importe. non, c'est pas ça. Bah, quoi alors? C'est Mais c'est objet? pas ça. Tu confonds tout en fait. Tu Bah, confonds alors c'est absolument quoi? tout. Regarde, comment dire, je vais te donner une expérience de pensée. C'est très simple, d'accord? Est-ce qu'il est possible d'envisager un objet qui existe seul sans posséder une propriété telle que la bonté? Comme là? Bonté, par exemple. La quoi? J'ai pas entendu. La bonté. Bah oui. Ok. Est-ce qu'il est possible d'envisager ce même objet-là qui soit toujours seul, hein, qui déposséderait, qui serait dépourvu d'une volonté, qui serait dépourvu de l'omniscience, etc. Oui. D'accord, très bien. Est-ce que justement on peut considérer ça comme étant des propriétés intrinsèques? Quoi? Ces propriétés que tu viens de me mentionner là? Que je viens d'énumérer, oui. Intrinsèques par rapport à quoi? Par rapport à l'objet, par rapport à la Bah non, mais par précisément, elles sont rapport, pas intrinsèques. elles sont pas intrinsèques. Bah non, elles sont pas intrinsèques, parce que si elles seraient intrinsèques, on pourrait pas imaginer l'objet sans ses Non, propriétés. mais je pense que tu fais une erreur. C'est-à-dire que ma question a pour vocation de te démontrer, comment dire, que Non, elle demande rien du tout ta question, hein. non, mais Je t'assure tu vas là, tu. comprendre. En Ah fait, bah toi, vas-y. en fait, tu pars de postulat donné et puis tu dis non, c'est impossible car ma théologie dit que Non, non. c'est faux, C'est j'ai pas pas ça, dit hein. ça. Mais je peux t'expliquer pourquoi c'est faux. Non, Et mais je vais te je t'ai dire. même Non, expliqué en fait, mais très je vais succinctement. y venir. Mais non, non, c'est Vas-y. absolument pas faux. Ah bah vas-y, alors vas-y. À partir du moment où l'expérience de pensée en question n'implique aucunement une contradiction logique, Elle implique une contradiction logique. attends, je finis. En quoi Vas-y, elle, finis. elle implique une contradiction logique? Allez, dis-moi. Ok, elle implique une contradiction logique. Pourquoi? Parce que tu m'as pris un objet qu'on peut concevoir sans des propriétés, comme la volonté, comme l'omniscience et comme la montée. Donc, il est Hmm. possible que cet objet existe sans ses propriétés. Ensuite, tu me poses la question, est-ce que ces propriétés sont intrinsèques? Je dis, est impossible qu'elles sont intrinsèques. Intrinsèques, pourquoi? Parce que si elles étaient intrinsèques, elles feraient partie de la définition de l'objet, et par conséquent, il serait impossible de postuler cet objet sans ses propriétés. Or, précisément, l'axiome de l'expérience de pensée que tu me donnes suppose que ces propriétés n'existe pas chez l'objet. Donc il y a manifestement une contradiction. Et je pense que ça c'est évident, ça c'est un niveau assez. Je comprends même pas comment tu n'arrives pas à comprendre ça. D'accord. Tu me laisses finir? Vas-y. Est-ce que ce même objet pourrait posséder ses propriétés? Est-ce que ce même objet pourrait. Quelle propriété? Mais les propriétés que j'ai énumérées, peu importe Est-ce les qu'il propriétés. pourrait les posséder? Oui. Bah après, ça dépend de la nature de l'objet que tu as défini, mais il est Non, possible non, mais qu'un un objet. objet, on définit pas un objet, on parle d'un objet justement. On n'est pas en train de le définir là. On parle d'un objet. Non, il y a des. Enfin, ça dépend en fait. Ça dépend parce Non, que mais, ça dépend de l'objet. non, mais Si. tu ne peux pas. Écoute, Venraj, tu ne peux pas me demander quel est l'objet, étant donné que là, on mène une investigation par une expérience de pensée. Moi, je te demande simplement si cet objet-là, qui est seul, qui n'est pas accompagné, d'accord, peut posséder ou déposséder la propriété telle que l'omniscience ou peu importe, hein, la bonté, l'amour, peu importe. Tu me réponds oui dans le premier cas. Dans un deuxième. Non, 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 non. Attends, s'il Bah, te après, plaît, tu m'as pas laisse-moi laissé finir. finir ma réponse. Mais, Tu m'as dit. non, mais tu m'as pas fini, tu m'as Bah, pas laissé tu m'as posé finir une question mon et expérience tu de m'as pas laissé pensée. l'opportunité de répondre. Tu m'as Oui, dit, bon, est-ce que cet objet pourrait avoir cette propriété? C'est ça que tu m'as dit. logiquement, est-ce qu'il pourrait déposséder cette Et ben, propriété? je te dis, tout objet a une quiddité et par conséquent, ça dépend de sa quiddité. Si par exemple dans la quiddité, il y a une négation comme impossibilité d'avoir, enfin, il y a absence de science, et tu me dis, est-ce qu'on peut lui attribuer l'omniscience? Il est évident que non. Pourquoi? Parce qu'il y a une contradiction entre une propriété essentielle et Comprends l'omniscience une qui est chose. surajoutée. Comprends une chose. Enfin, je sais pas, c'est trivial. Je sais même pas pourquoi tu t'écartes de débat là. La quiddité n'est pas a priori, elle est a posteriori. C'est pas Je suis pas compliqué. d'accord. Je suis pas d'accord. C'est pas ma définition de c'est-à-dire quiddité. que, ok, donc ta C'est moi qui définition de introduis ça. quiddité, ok, c'est très bien. Donc tu pourrais avoir une quiddité d'un objet que tu n'as jamais expérimenté. Oui. Ok. Un objet qui n'est pas connu. Attention, hein, pas par association d'idées, hein, qu'on soit bien clair. Oui, je te réponds encore une fois. Oui, il y a des possibilités pures non connues. Des possibilités pures non connues. Mais là, je ne parle pas de possibilités rationnelles. Moi, je parle Bah, les liquidités sont rangées dans des classifications modales de d'accord, possibilités et d'impossibilités nécessaires. ok. Donc, oui. Comprends une chose. D'accord. Envisager une chose comme étant une possibilité rationnelle n'est pas identique au fait que cette quiddité-là
se rapporte à un existant concret, extramentalement. Et C'est j'ai pas pas la dit ça. même chose. J'ai pas dit ça. Je sais que tu n'as pas dit ça, donc faut être précis là-dessus. Donc quand je te pose la question concernant cet objet de notre expérience de pensée, il faut considérer qu'il existe. Et ce n'est pas une quiddité, cet objet, c'est un existant concret. D'accord? Donc un existant concret que tu n'as jamais expérimenté au préalable, tu ne peux pas lui appliquer une quiddité donnée indépendamment justement de l'expérimentation de cet objet. Non, ça je suis pas d'accord. C'est ce point-là que je suis pas d'accord. Ok, très bien. Donc tu pourrais très bien donner à la propriété, à une bouteille d'eau ou à l'objet d'une bouteille d'eau, voilà. Indépendamment de la définition, on prend simplement le vocable. Donc on prend une bouteille, simplement le vocable. Tu pourrais très bien dire justement que cet existant-là satisfait les conditions pour être un humain. Oui ou non? Tu peux? Le vocable? Non. Tu prends le Bah, vocable. tu m'as dit le vocable. Non mais le vocable bouteille. D'accord? Oui. Je prends pas la définition. Je prends bouteille. C'est un objet que je viens d'expérimenter. Je n'ai jamais au préalable, en amont, expérimenté cet objet-là. Pour lui attribuer un concept, tu dis que le concept est en amont, donc j'aimerais bien savoir, ça c'est curieux. Pour lui attribuer justement une quiddité générale, hein, bien entendu, est-ce que tu pourrais par exemple dire de cette bouteille-là, de cet objet concret-là, dont tu n'as pas défini la quiddité, tu pourrais dire que c'est un humain? Bah non, je connais pas la quiddité de l'objet. Il pourrait être un bien comme il pourrait ne pas l'être. Voilà, je sais pas, je connais pas cet objet. Voilà. T'as donné un très vocable. bien, très bien. Donc tu ne connais pas la quiddité de cet objet. Oui, mais j'ai pas dit ça. Toi, tu as dit, ce n'est pas une quiddité. Je dis non, c'est pas parce que l'objet que tu m'as donné précédemment. L'objet, mais regarde, au début, Vendrage. Quand je t'ai posé la question, à savoir, attends s'il te plaît, à savoir, est-ce que la quiddité est identique à l'identité justement d'un particulier? Tu m'as dit non. Est-ce que tu peux répéter? J'ai pas entendu la fin. Quand je t'ai posé la question, à savoir justement, est-ce qu'un particulier, c'est-à-dire l'identité d'un particulier, ce qui le distingue est-ce que est-ce que c'est identique à la quiddité, à sa quiddité générale? Tu me dis non. Générale, oui. Très bien. Donc là, quand je te pose la question concernant cette bouteille et que je te dis que, enfin, tu conçois et tu conviens au fait que tu n'en as pas la connaissance de cette quiddité-là, d'accord? Ça possède une quiddité générale. La quiddité générale, tu la connais à partir de quoi? C'est-à-dire, est-ce que la quiddité générale et la quiddité justement particulière, telle que toi tu la conçois, est une autre manière d'établir justement les propriétés essentielles, c'est-à-dire une naissance donnée, une définition d'une naissance donnée, une définition actuelle si tu préfères, par exemple l'humanité, etc., et une définition particulière qui inclut les propriétés particulières de l'existant sur lequel tu appliques la quiddité générale. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc la question que tu me poses, c'est de savoir si comment je connais, dans le cas de ta bouteille, comment je connais la quiddité générale et la quiddité particulière. Est-ce que déjà il y a une distinction entre les deux? Bah oui, parce qu'en fait, déjà c'est une distinction relative, parce que général et particulier, ça dépend de à partir de quand on considère que c'est général, à partir de quand on considère que c'est particulier. Mais bon, passons sur ça. La distinction qui peut exister entre les deux, si par exemple je prends le cas de ta bouteille, ou je prends le cas d'un humain, c'est plus simple. Bah, la quiddité générale, ça sera l'essence, la nature humaine, okay, donc animal rationnel, et la quiddité particulière sera les propriétés qui soit sont concomitantes, soit sont accidentelles en plus à un individu particulier du genre humain. D'accord. Et est-ce que ce qui est concret, d'accord, dans notre exemple, est-ce que ce qui est concret, c'est-à-dire ce qui a une existence extramentale, ce n'est pas une quiddité générale, mais une quiddité qui est voilà, un existant. C'est un individu, oui, c'est un individu. Voilà, un individu. Voilà. Donc l'existant concret, c'est un individu. Cet individu-là, est-ce qu'il est identique à la quiddité générale? Bah non, si la quiddité générale est pris comme est considérée comme étant en retranchement de ses propriétés individuelles. Voilà. Donc oui, non, il n'est pas identique à sa quiddité générale. Partons sur cette base-là, d'accord? Qu'il y a une distinction entre la quiddité générale et le particulier, un existant concret, un individu. Prenons l'exemple de, voilà, revenons à notre discussion initiale concernant le rapport entre l'essence et la cité. En tout cas, ton exemple est quand même contradictoire, hein. Tu l'as pas montré en quoi il est pas contradictoire. Il est totalement contradictoire, ton exemple de l'objet. Absolument pas, non. Si, il est contradictoire. T'as pas répondu. Enfin, en tout cas, je t'ai présenté l'argument et tu n'as pas répondu. L'argument, c'était je le répète, et après tu pourras répondre. L'argument, c'était ton exemple est contradictoire. Pourquoi? Parce que tu me poses la question, tu me poses un objet qui a des propriétés. Tu poses la question, est-ce que cet objet aurait pu avoir certaines propriétés, comme l'omniscience, etc. Je te dis qu'il est possible qu'il les ait tués, qu'il est possible qu'il ne les ait pas eu. Ok? Ça, c'est un point. Et ensuite, tu me poses la question si elles sont intrinsèques et tu me dis non, ces propriétés sont intrinsèques. Moi, je te dis non, elles sont pas intrinsèques parce que si elles étaient intrinsèques, on n'aurait pas pu faire un jugement. On n'aurait pas pu faire un jugement de possibilité sur l'attribution de ces propriétés à la quiddité mentionnée, susmentionnée de l'objet. Je pourrais t'épargner d'user ta salive, Vendrage. En fait, tu n'as pas compris mon propos.
L'exemple, pas l'exemple en tant que tel, mais si tu veux, les critères de dépendance établis par Shoemaker tentent de démontrer, ou bien du moins de classifier, faire une taxonomie entre ce qui est intrinsèque de ce qui est extrinsèque. Donc lorsque je te dis que ces propriétés-là sont intrinsèques, je ne te dis pas qu'elles sont intrinsèques à cet objet dans mon expérience de pensée, absolument pas. Je te dis que pris en elles-mêmes, ce sont des propriétés intrinsèques. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie? Tu m'as défini intrinsèque par intrinsèque. Là. Je vais y venir. Mais non. Bah si, t'as dit pris en elles-mêmes, elles sont intrinsèques. Définition d'intrinsèque. Je vais y venir. Bon, je pense qu'on l'a défini depuis tout à l'heure. Ah non, tu l'as pas défini. Moi, je l'ai défini. Une propriété intrinsèque. Tu défini extrinsèque. Ok, une propriété intrinsèque est la propriété d'une liquidité générale. Et voilà, c'est la définition d'une liquidité générale. Les propriétés intrinsèques sont un set de définitions d'une liquidité générale. Si cela te convient, d'accord? Donc maintenant, je poursuis. Dans mon expérience de pensée, je t'ai demandé est-ce qu'il pourrait, cet objet-là, est-ce qu'il pourrait posséder ou déposséder un attribut comme la bonté, etc. La propriété comme la bonté, la volonté, l'omniscience, etc. Tu m'as dit, il pourrait comme... Voilà, tu as dit que c'est une possibilité. C'est une possibilité qu'il en soit dépourvu et c'est une possibilité qu'il en soit pourvu. Tu m'as dit oui. Maintenant, je te pose la question suivante. Est-ce que ce même objet qui, rappelons-le, est seul, est-ce qu'il pourrait posséder la céité ou bien la déposséder? C'est-à-dire les deux sont possibles. Tu me poses la question là, je dois te répondre? Oui. Alors ça dépend de l'objet que tu considères, comme je te le dis. Non mais, non, mais je vais expliquer ça en fait. Mais je l'ai déjà répété en fait, ça va devenir très très circulaire très rapidement à mon avis. Mais l'objet, hein, quand j'ai fait la distinction entre quiddité générale et quiddité particulière, tu m'as dit c'est ça ta distinction quiddité générale objet. On est bien d'accord, ce que tu as dit. Bon, si c'est ça ta distinction, moi je te dis bah c'est très bien, mais on peut pas faire un jugement de possibilité, on peut pas faire un jugement de possibilité ou un jugement de nécessité ou un quelconque jugement si on ne peut pas être sûr de ce qu'il y a dans cette quiddité. Pourquoi? Parce que si on était, enfin, on peut le faire par l'absurde, mais là en l'occurrence, il y a pas rien n'est réuni pour pouvoir faire ça. Pourquoi? Parce que tu as un objet, on ne sait pas ce que c'est, on a juste un vocable. C'est comme la bouteille, on a juste un vocable, mais on ne sait pas il y a quoi dedans. Si ça se trouve, dans l'objet, il y a être nécessaire. Et donc, quand tu me poses la question, supposons dans l'objet, il y a être nécessaire, et on appelle juste ça par le vocable bouteille d'eau. Bah, c'est très bien, sauf que ici, quand tu vas me poser la question de l'omniscience, je pourrais pas te dire possible. Parce que ça sera nécessaire. Et de même, si tu me prends une autre propriété comme, je sais pas, le haut, comme tu as dit, et tu me prends, et que le vocable qui renvoie une quiddité que je connais pas, renvoie en fait à être nécessaire, je peux pas te dire que c'est possible. Pourquoi? Parce que là, ce serait impossible, etc., etc. Donc si tu me donnes un objet non défini, dont je ne connais pas la quiddité, je peux pas faire des jugements modaux relativement à ses propriétés. Aussi, par rapport à intrinsèque, en fait, tu as défini intrinsèque cette fois-ci, hein, et tu vas pas me contredire ta propre définition. Et je vais te montrer qu'avec ta définition, il y a une contradiction dans l'exemple que tu as donné. Ta définition, si je la note, intrinsèque, c'est en fait les éléments qui font la définition de la quiddité générale. Je l'ai noté, hein, c'est les éléments qui font la définition de la quiddité générale. Donc en gros, le FOSS chez nous. Bon, le différenciat. Le problème avec ça, c'est que si tu dis ça, tu peux pas me dire que ces propriétés sont intrinsèques. Pourquoi? Parce qu'on a dit au début qu'il est possible, le rapport entre cet objet et des propriétés comme l'omniscience, etc., sont des rapports de possibilité. Or, l'on sait que le rapport qui existe entre un objet et un élément de sa définition, ou une quiddité et un élément de sa définition, est un rapport de nécessité. Pourquoi? Parce qu'il fonde son identité. Donc, c'est bien une contradiction. Et j'insiste sur le fait que ton exemple est contradictoire. Et tu peux définir l'intrinsèque comme tu veux. Là, tu l'as défini, je l'ai noté. Je vois qu'on regimbe énormément en fait sur ce sujet-là. Pourtant, ce n'est pas si compliqué que ça. Moi, je comprends ta critique. Ah oui, je t'assure que c'est pas compliqué du tout. Hein, mais non, mais écoute, je l'aide, mais c'est vraiment pas compliqué. Je comprends ta critique, mais malheureusement, elle ne pointe pas du doigt l'essence même de mes propos. D'accord? Quand je parle de l'identité concrète, c'est-à-dire l'identité d'un individu, cette identité-là inclut ses propriétés accidentelles qui viennent se surajouter à la quiddité générale. Tu m'as dit oui. La quiddité générale, conçue en tant que telle, c'est-à-dire indépendamment de ses particularités, n'est pas un existant concret, extramental. Tu m'as dit oui. Ensuite, je te pose la question concernant un objet. Je ne te définis pas l'objet, étant donné que nous sommes en train de mener une investigation. Cette investigation a pour but simplement de considérer, ou bien du moins de tenter de faire une taxonomie entre ce qui peut être considéré comme essentiel, c'est-à-dire, comment je pourrais dire ça, pas essentiel à un objet, on parle d'une propriété, d'accord? L'objet n'est que, à titre d'exemple, d'accord? C'est pas, on s'en fout un petit peu de l'objet, quoi, dans notre exemple. Donc, l'objectif de cette expérience de pensée, c'est simplement de montrer, d'accord, par la considération rationnelle de cette possibilité-là,
que les propriétés que j'ai énumérées, à savoir la bonté, la volonté, etc., ne sont pas des propriétés extrinsèques. D'accord? Ce sont des propriétés intrinsèques. Et la condition que j'ai donnée pour ce faire, c'est que une propriété est intrinsèque si un objet peut la posséder ou la déposséder, qu'il soit seul ou accompagné. À contrario d'une propriété qui est extrinsèque, qui ne peut pas répondre positivement à tous ces critères-là. Je te donne un exemple. Je te dis que l'objet seul, l'objet seul dépossède la céité. D'accord? Est-ce qu'il peut posséder ou déposséder la céité? Tu ne peux pas dire oui. Pour la simple et bonne raison que je te poserai la question, à savoir que comment il existe, étant donné qu'il est seul, comment il existerait s'il n'est pas assez, qu'il n'existe pas par lui-même. Donc, sur base, on va dire, de ces conditions-là, on peut établir si une propriété est intrinsèque ou est extrinsèque, indépendamment des objets à laquelle ces propriétés peuvent être prédiquées. C'est pas, c'est vraiment pas compliqué. Donc, dans l'exemple, dans ta critique, pardon, du rapport entre l'essence et l'acéité, c'est exactement le même rapport qu'il y a entre cet objet-là, à savoir que l'acéité, nous la démontrons par ces critères-là et nous disons qu'elle est extrinsèque, qu'elle se rapporte à un existant concret et non pas à une quiddité générale. Et cet existant concret-là, c'est le père, tout simplement. Donc je trouve que ta question est un non-sens. Ce n'est pas le fait d'introduire des termes tels que nécessité, possibilité, etc., qui fait de ton discours quelque chose d'intelligible et valide, ce qui est plutôt attristant par ailleurs. Mais bon, je pense qu'on regagne énormément. J'aimerais du coup te poser une question qui, je trouve, être intéressante et qui m'intrigue énormément. Donc, si possible, tu me dis si tu as un petit peu de temps. Bon, alors, tu pourras me poser ta question, mais avant tout, je vais quand même, parce que tu parles d'intelligible et de compréhensible et du fait de ne pas utiliser des termes pédants et un vocabulaire difficile à comprendre. Bah, j'ai écouté ton discours et ta distinction entre extrinsèque et intrinsèque. Et en fait, il m'a semblé, et je pense qu'il t'a semblé aussi, même si tu vas pas le vocaliser, il m'a semblé que ces deux termes, en fait, c'est une distinction un peu vide. Pourquoi? Parce que tu as défini ce qui était intrinsèque juste avant, pas à la fois où tu viens de parler, mais juste avant, comme étant des propriétés qui font de la définition d'une chose. Et puis maintenant, tu me dis quoi? Tu me dis que intrinsèques, ce sont des propriétés telles qu'une essence ou un objet peut posséder ou ne pas posséder. Ce qui fait qu'en fait, ici, on a bien deux définitions concurrentes, qui sont pas seulement concurrentes, qui sont également contradictoires. L'une correspond au différentiel, c'est-à-dire une propriété intérieure à l'essence d'une chose, et l'autre fait référence à un accident, parce que c'est ça, hein, qu'une essence peut posséder ou ne pas posséder. Tu utilises le terme intrinsèque, qui est confusant en fait, parce que ici c'est juste accident. Donc déjà, cette terminologie, elle me paraît pas précise, ou du moins tu donnes des définitions alternatives, un peu comme ton collègue tout à l'heure. Maintenant, si on revient sur le cas précis de la Trinité, je vois pas en quoi ce que tu viens de dire constitue une objection, parce que là, ce que tu es en train de dire, bon, on considère, moi je t'ai posé la question, de considérer le rapport entre la nature et la propriété d'acéité. Et toi, la seule objection que tu me donnes, c'est de me dire, voilà, l'acéité se réfère à un objet existant et ne se réfère pas à une quiddité générale. Mais en fait, ça me paraît problématique. Pourquoi? Parce que déjà, bon, si elle se réfère à l'existant, c'est-à-dire que de toute façon, quand il y a un existant, quand il y a un objet existant, il y a bien un concept auquel il renvoie. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Quand on a un individu, par exemple, je sais pas moi, un tel, eh bien, il y a bien une définition de cet individu. Il y a bien une quiddité qui fait que cet individu. Alors cette quiddité, elle est plus ou moins particulière, plus ou moins large, plus ou moins universelle, plus ou moins particulière. Ça, c'est une question. Mais du moins, elle a une quiddité. C'est-à-dire que il y a l'existant et puis il y a le concept. Et l'existant, je rappelle que c'est un jugement qui s'applique aux quiddités. Bon, donc quand moi, je suis pas en train de te poser la question par rapport à l'existant, parce qu'en réalité, c'est même pas la question ici. Ici, on rentre dans la définition, par exemple, du père, d'une hypostase donnée, de sa quiddité. Parce que là, moi, ce que j'entends par définition ici, c'est quiddité. Qu'est-ce que le père? Le père, c'est fondamentalement une ousia avec une propriété particulière ou plusieurs propriétés particulières qui l'individu. Et là, quand je prends tout ça, ça s'appelle la quiddité particulière du père. Après, toi, tu peux ajouter que c'est un objet, notamment avec la propriété d'existence. Mais là, je suis pas d'accord pour dire que le père, c'est une essence plus des propriétés. Non. Ah bah, c'est ce qu'a dit ton collègue. Si t'es pas d'accord, il faut corriger. Bah non, je suis absolument pas d'accord pour définir le père comme tel. Alors, c'est quoi le père? Le père, c'est l'acéité, c'est Dieu. Voilà.
C'est celui qui subsiste par lui-même. C'est celui qui cause le Fils et le Saint-Esprit. Dans la C'est ça, définition du Père, il y a Lucia ou pas? Dans la définition du Père, il y a Lucia. Lucia, on ne peut pas prédiquer quoi que ce soit sur elle. Est-ce que Lucia est un ensemble de propriétés? Lucia n'est pas un ensemble de propriétés. Est-ce que la potentia est un... C'est quoi la potentia dans ce cas-là? La potentia, c'est quoi? La puissance? Oui. La puissance de quoi tu me parles là? La puissance de Dieu, la potentia de Dieu. Ok, tu parles de l'omnipotence, quoi. Oui. C'est quoi? C'est une action. D'accord, mais c'est une action qui est relative à l'essence ou aux hypostases? C'est une action qui est trihypostatique. D'accord. Et on n'est pas en train de attention. Prédiquer une action trihypostatique justement à la Sainte Trinité n'est pas identique à prédiquer une chose concernant cette essence-là qu'il a définie. Donc l'omnipotence. Donc l'omnipotence ou justement toute action qui sont trihypostatiques ne sont pas des définitions approximatives, quelles qu'elles soient, de l'essence divine. L'essence divine qui, elle, est inconcevable et qui est au-delà de toute catégorisation. D'accord. Donc l'essence divine ne définit pas le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit. On est bien d'accord? L'essence divine n'est pas définissable. Non, mais j'ai pas dit si elle est définissable. J'ai dit est-ce qu'elle définit quelque chose. L'existence n'est pas définissable, pourtant elle peut définir. Si je te dis justement qu'elle n'est pas définissable, tu peux pas me demander si elle définit. C'est faux. Parce qu'il y a des choses. Alors, attends. Que ça soit faux pour toi, c'est une chose. Non, mais je vais l'expliquer. Je vais pas dire que c'est faux. Je vais l'expliquer. D'accord, vas-y, dis-moi. Alors, je t'explique en te disant que c'est pas parce qu'une chose est indéfinissable que premièrement elle est inconnue. Ça, c'est le premier point. Et puis deuxième point, on peut définir des choses avec des concepts qui ne sont pas cernés complètement. On peut définir des choses avec, par exemple, si je prends l'existence, par exemple. L'existence, on peut s'accorder très facilement sur le fait que c'est pas définissable. Pourtant, je peux forger un concept que j'appelle, je sais pas moi, existence nécessaire. Je peux former ce concept avec existence et nécessaire. Est-ce que je peux définir l'existence? Non. Est-ce que je sais c'est quoi l'existence? Oui. Et donc, je peux former une définition existence nécessaire en mettant dans sa définition existence et nécessaire. Donc déjà, c'est le premier point. Le deuxième point... On peut très bien définir l'existence, je ne comprends pas pourquoi tu... Non, vas-y, essaye, tu pourras pas définir l'existence. C'est une propriété de second ordre d'un concept, c'est une extension de concept. C'est une propriété, oui, mais d'accord, mais là tu donnes une catégorie, tu dis c'est quoi? C'est une propriété, d'accord. Je te donne une définition, tu veux une définition comme quoi exactement? C'est ça une définition, je te définis l'existence. La réalité de l'existence. Déjà, bon, en fait, même dans ta définition est un peu circulaire. C'est pourquoi? Non, elle est circulaire. Pourquoi? Parce que quand tu as défini l'existence, tu as dit, et c'est le problème de toute définition de l'existence, c'est un sujet connu en philosophie, c'est quand tu définis une chose, tu dis c'est, tu supposes l'être, tu supposes l'existence déjà dans la définition de l'existence, qui est circulaire, non, pas une définition. Absolument pas. En fait, ta question présuppose justement, que l'existence a une réalité extrinsèque. Bah, une réalité, c'est juste une identité, une chose. C'est juste l'existence, c'est une chose. D'accord, donc tu présupposes l'identité à l'existence. Bah oui, l'existence c'est quelque chose. C'est pas une absence de chose. Enfin, je veux dire, l'existence est quelque chose. Non, mais l'existence, l'existence générale, ce n'est pas une chose. Alors c'est quoi l'existence? C'est juste un mot, c'est ça? L'existence est une propriété de second ordre qui peut être satisfaite par des objets, d'accord, extramentaux. Mais d'accord, mais donc là tu me donnes un sens. Donc l'existence c'est bien quelque chose, c'est un sens. Un sens, c'est une définition. Un contenu sémantique, voilà, c'est tout. Voilà, un contenu sémantique, c'est une définition. D'accord, mais ta définition, tu peux dire que c'est une définition si tu veux, mais ta définition en demeure pas moins circulaire parce que tu définis l'existence par une propriété, etc., etc. Sauf que en la définition, tu dis l'existence c'est ceci, et dire c'est ceci, c'est affirmer la présence, autrement dit l'existence. Je ne suis pas en train de définir l'existence comme étant par une propriété. Je te dis simplement que l'existence est une propriété. Ah, donc c'est quoi la différence entre définir l'existence par une propriété et dire l'existence est une propriété? Enfin, c'est exactement la même chose. Définir l'existence par une propriété, c'est-à-dire que j'aurai recours à une propriété autre que l'existence pour définir l'existence, ce qui n'est pas le cas. Non, moi j'entends pas ça. J'entends pas. Oui, c'est pas ça sur ça que je te critique. C'est pas sur ça que je te critique. Moi, je te dis je suis en train de te dire que tu as utilisé la propriété. C'est pas une propriété qui concernera justement les objets, mais c'est une propriété qui concernera les concepts. À savoir. Et puis de toute façon, regarde. Mais on s'en fout de ça. Je pense que ça. Non, mais attends, c'est quand même une discussion intéressante. Et tu vas voir pourquoi, parce que si on parle d'existence, ça va être utile pour l'existence nécessaire, etc. Bon, je te fais quand même 2 points. T'as dit que tu connaissais notre patrimoine, j'ai pas l'impression que tu es très à jour sur ça. Faut que tu revoies un petit peu. On va voir ça. Mais ok, on va voir ça tout à l'heure. Avec plaisir. Ce que je disais, c'est que là, dans ta définition, déjà, moi je peux relever 2 faiblesses. La première faiblesse, c'est évidemment quand tu dis « et c'est ceci, c'est ceci ». En fait, le « et » ici, tu auras du mal à le définir autrement que par l'existence. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est que même si on te concède ça, quand on va te poser inévitablement la question de « c'est quoi une propriété ?», tu vas forcément en venir à l'existence à un moment donné. Tu peux essayer si tu veux, je vais te poser la question « c'est quoi une propriété ?», etc., etc. Et tu vas arriver à l'existence.
Donc en D'accord, fait, pas de problème. Le qu'est-ce et, qu'il y a? c'est simplement une, comment dire, C'est le quoi le et copule, alors? c'est ce qui relie le sujet au prédicat. Mais c'est quoi un copule? Tu sais un peu c'est quoi un copule? Un copula? Ce qui relie le, bah, je te dis que c'est Oui, ce mais qui relie le sujet au d'accord, prédicat. là tu me donnes un élément syntaxique. C'est-à-dire que c'est quoi la fonction Oui, du bah, je copula? te dis que c'est un élément syntaxique et sa fonction, c'est le fait de relier le sujet au prédicat. D'accord, sa fonction. Non, mais d'accord, ça c'est sa fonction syntaxique. Mais en fait, quand tu as une proposition, tu as un sujet, tu as un prédicat, et puis tu as un copula qui n'est d'ailleurs pas toujours noté. Tu sais que le copula n'est pas. Si je prends par exemple une proposition du type X existe, il n'y a pas de copula ici. Pas de copula au sens syntaxique. Il n'y a pas un vocable copula. Okay, et d'ailleurs, c'est aussi pareil. En arabe, il n'y a pas de copula. Bon, le copula, ça renvoie en fait à un concept qu'on peut exprimer Et d'ailleurs, implicitement. l'existence, alors quand tu parles d'une proposition qui n'implique pas justement l'introduction d'un copula, et par exemple tu cites simplement une proposition, c'est plus concernant la validité ou la véracité justement de cette proposition-là. Donc on peut Non, là je très parle que de bien. la forme. Là je parle que de la forme. D'accord, ok. Là, je parle pas de la validité ou quoi. Non, en fait, déjà, le copula, c'est pas juste un élément syntaxique. Pourquoi? Parce qu'en fait, on parle de copula même dans des propositions qui n'ont pas de vocable qui indique le copula. En fait, on parle de distinction entre copula explicite et copula implicite. Ça, normalement, si tu connais un peu de notre tradition, tu l'as vu, c'est un sujet classique. Mais bon, c'est pas sûr que tu la connaisses. Donc, je suis désolé, mais ça m'étonne quand même. Bref, pour rentrer dans ça rapidement, c'est qu'en fait, enfin très rapidement, après tu as raison, il faudrait qu'on revienne sur le sujet. Pour rentrer dans ça rapidement, c'est pour dire qu'en fait, le copula explicite, c'est le copula qu'on peut trouver en français facilement et en grec, c'est le fameux et, etc. Mais en fait, il exprime une idée, ça, en fait. Il a même un contenu sémantique, c'est pas juste un élément syntaxique. Le contenu sémantique qu'il exprime, c'est l'union. Et c'est quoi l'union? Nous on dit l'ittihad. C'est quoi l'ittihad ici? C'est l'affirmation du sujet et du prédicat. Et les savants l'ont expliqué, enfin les logiciens, pas que les logiciens musulmans d'ailleurs, l'ont expliqué comme l'affirmation de l'existence du prédicat pour le sujet. Donc en fait le copula a une fonction existentielle. Donc même quand on définit l'existence chez nous, enfin c'est vraiment un sujet super classique. C'est quoi l'existence? Il y a l'existence en tant que prédicat et l'existence en tant que copula, l'existence en tant que relation, en tant qu'affirmation du prédicat pour le sujet et en tant que prédicat en tant que tel. Donc voilà, c'est pour dire que même le copula en fait ça a une fonction existentielle. Par contre, on continue un petit peu. Après, il faut que j'aille manger. On fait une pause et après on revient. Enfin, je sais pas si ça te va. On fait une pause là tout de suite? Non, pas tout de suite, mais genre là, Ok, dans d'accord. peut-être 20 minutes, je vais manger. Ok. Vas-y, mais attends, juste on va reprendre sur Vas-y, sur quel point? Ouais, voilà, j'aurais quelques questions justement. J'aurais quelques questions concernant ta théologie et puis savoir si tu es conforme en fait au consensus. Je pense que c'est important. Je pense que c'est extrêmement important pour savoir quelle idéologie tu véhicules. Est-ce que celle-ci est représentative de l'orthodoxie vas-y. Ou non? Voilà. Juste avant ça, j'avais une question juste avant ça. Ouais. Est-ce que aussi à la fin, quand tu as fini de manger, vous pourrez revenir au sujet principal parce que Ouais, on reviendra. Je vais pas le laisser partir sur le sujet. Hein. Il a pas répondu. Bon, parce que la question, tu peux la répéter 100 fois, c'est pas pour autant qu'elle va devenir si tu ne réponds pas 100 fois, je la répéterai 100 fois, comme avec je pourrais rapporter la même réponse, tu sais, mais si celle-ci Ah oui, mais la même réponse à côté. Bon. Vas-y, je t'écoute. Mais je pense que justement, l'issue de mes questions pourra donner lieu à d'éventuelles réponses. Vas-y, je t'écoute. Alors, la dernière fois, on a eu une discussion sur Discord concernant le rapport entre les attributs et l'essence de Dieu. Ouais. D'accord. Tu m'as dit que l'essence de Dieu est un particulier. Tu m'as dit que l'essence de Dieu n'est pas identique à Allah, en ce que Allah est l'ensemble justement de la date plus les attributs. Oui. D'accord. Je précise, il y a plusieurs positions là-dessus, mais oui, c'est ma position. Ok, d'accord. Mais je peux te le citer si tu veux. Hein. Tu veux les non, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, j'aimerais poser une question. Est-ce que c'est toujours d'actualité ta position concernant les attributs en ce qu'ils sont des possibles en soi rendus nécessaires par la date? Oui. D'accord. Donc, les attributs sont causés, d'accord, ou dérivés de l'essence? Oui. D'accord. C'est pas une position hérétique chez vous? Non. C'est une position qui existe, bien connue. D'accord. Attends, une position qui existe, tu sais, Saint Augustin, pour nous, sa théologie est hérétique. Oui, mais nous, c'est une position qui est suffisamment existante. C'est pas une position hérétique, si tu veux, si tu veux ma réponse. D'accord, ok. Donc, ça veut dire que si j'ai des savants qui disent que c'est une position hérétique et qu'il est faux de dire ça, est-ce que ça en devient hérétique? Tu vas en trouver. Tu vas en trouver. Je vais t'expliquer, en fait. Tu vas en trouver. Parce qu'il y a des savants qui ont qualifié d'hérétique certaines doctrines qui n'étaient pas forcément. Je te donne un exemple classique. C'est le cas, par exemple, de la question sur la divine simplicity. Il y a des savants, au début, les premiers acharites l'ont qualifié d'hérésie, et puis après il y a eu la phase d'investigation, du tahrir. Il y a beaucoup de savants qui ont adopté la simplicité divine. Donc la question c'est de savoir, parce que tu vas toujours trouver un savant qui va dire que un point est hérétique ou pas. Et si tu veux savoir, je peux te citer les noms. Il y a plein de savants qui disent que c'est non, il n'y a pas de problème. Alors il n'y a donc pas de normativité épistémique sur la. Si, il y a une normativité, mais c'est certains savants qui la définissent, et pas tous.
Ok, d'accord. Donc, ce que tu appelles normativité épistémique, c'est que tu pourrais très bien avoir le même Dieu qu'un mu'tazilite, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Il y a des points mu'tazilites qui sont unanimement rejetés. D'accord. Donc, une personne qui conçoit justement les attributs de Dieu comme étant identiques à son essence a le même Dieu que toi qui conçoit les attributs comme étant distincts. Alors, le même Dieu dans le sens... Vous priez le même Dieu. Est-ce que tu peux le considérer comme un musulman Oui. sunnite orthodoxe? Après, il y a des distinctions dans la conception des attributs, mais in fine, Non, ça mais revient à la même chose. voilà, donc en fait, la distinction dans la conception, elle est nécessaire pour l'identité de la quiddité qu'on envisage. Attends, j'ai pas entendu la fin. Ok, donc cette distinction-là dans les conceptions, ce n'est pas quelque chose de négligeable étant donné que l'identité de cette quiddité donnée dépend de sa définition. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas dire que Dieu, d'une part, pourrait être identique à ses attributs pourraient être identiques à son essence, et d'autre part, non, ils ne sont pas identiques à son essence. Oui. Ça serait deux quiddités différentes, et donc deux dieux différents, vraisemblablement. Oui. Donc, mais tu sais sur quoi est fondée la divergence sur les attributs? Elle n'est pas fondée sur le fait qu'il y ait des attributs, elle est fondée sur le fait qu'il y ait l'existence d'attributs. Or, l'existence, c'est pas la quiddité. L'existence, c'est un jugement sur la quiddité. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. L'existence, c'est un jugement sur la qualité, ça me rappelle plus ou moins ce que je disais tout à l'heure. Mais bon, bref, on va y venir, t'inquiète pas. Ah, pas vraiment, non. Si, parce que l'acéité, c'est un jugement sur l'existence. C'est un jugement sur l'existence. Non, l'existence, c'est un jugement sur la quiddité. Attention, c'est pas un jugement sur l'existence. L'existence, c'est un jugement sur la quiddité. Et moi, justement, je te disais, on peut faire des jugements sur la quiddité. Toi, tu me disais, non, c'est un jugement sur l'existence. Moi, je te disais, non, c'est un jugement sur la quiddité. L'existence, la nécessité sont des jugements sur la quiddité. L'acéité est aussi un jugement sur la quiddité. D'accord, bon, on va y revenir. Pas de problème. Donc, c'est à ma plus grande surprise que tu me fais savoir qu'il y a des sunnites qui adhèrent à l'Absolute Divine Simplicity. Je l'ignorais, au vu justement de tout l'encre qu'ils ont fait couler pour... Attends, une seconde, j'ai pas entendu la fin. Tu m'as dit quoi? J'ai dit, c'est à ma plus grande surprise que j'apprends qu'il y a des sunnites orthodoxes qui adhèrent à l'Absolute Divine Simplicity. Et donc, c'est querelle... connu, c'est un sujet connu. Ok, d'accord. Donc toute la querelle qu'il y a eu entre les mu'tazilites était plus ou moins vaine, parce que a posteriori vous avez admis comme étant sunnites leur théologie, d'accord. Bon, j'aimerais savoir. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit au début. Quel savant actuel, approuve cela, mais on va. Quel savant approuve quoi? Approuve le fait que l'Absolute Divine Simplicity est une position orthodoxe. C'est Sharif al-Jurjani, actuellement. Aujourd'hui, actuellement. Je te dis pas quel savant a pu défendre cette position-là. Non, je ne te dis pas ça, d'accord? Parce que nous, il y a d'innombrables, on va dire, apologètes chrétiens qui ont une position contraire à la nôtre actuellement, et donc. Oui, tu veux dire des. Non, mais ça, c'est des. Pour le coup, là, les noms que je te cite, c'est des savants de référence, c'est pas des petits savants, pour le coup. Non, mais Saint Augustin, ce n'est pas un petit savant. Voilà, très bien. Mais sauf que voilà. Donc je te dis, c'est une position qui existe. C'est pas la mienne, mais c'est une position qui existe et qui est bien fondée. Maintenant, cependant, les savants actuels, a priori, il n'y en a pas trop, puisque les seuls savants qui font du calem, c'est Saïd Fouda et sa clique. Donc, c'était pas très nombreux. Justement, j'ai posé la question à Saïd Fouda. C'est-à-dire que, c'est quelque chose qui m'a intrigué, tes propos. Je suis allé fouiller, d'accord, de fond en comble déjà le credo, etc. On voit d'innombrables passages où Saïd Fouda, et c'est pas Saïd Fouda, tu m'as dit, mais c'est bien qu'on lui attribue le livre. Ahmad al-Ansari. Voilà. Et puis même en annotation, je sais que parfois il intervient pour apporter des clarifications, etc. sur ce qui est dit. Il est dit régulièrement qu'on ne devrait pas considérer les attributs d'Allah comme étant possibles en eux-mêmes. Oui. D'accord. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas... C'est un élément lexical, en fait. Ce qui a vraiment posé problème. Vas-y, finis. Et ils vont même rapporter justement la position de ceux qui ont défendu cela, à savoir Baydawi, il me semble. Baydawi, Taftazani, Sfahani, Razi, c'est les 4 connus. Donc, ils ont en annotation explicité ce qui était entendu par possible en soi. Pour Razi, c'est pas quelque chose qui existe extramentalement, d'accord? Du moins en Non, t'as pas compris. Okay, t'as pas compris ce qu'il a dit, mais je vais t'expliquer après, vas-y. Non, pas de problème, écoute. Donc, c'est pas quelque chose qui existe extramentalement. C'est, par exemple, on pourrait analoguer ça aux attributs prédicatifs, d'accord? Donc, quand on dit le vivant ou quand on dit le tout-puissant, etc. Ce sont des choses qui sont intramentales, qui dépendent justement d'un attribut, lui, qui est extramental. Mais bon, bref, on va pas... Je te pose la question, tu sais où Razi dit ça? Dans quel texte précisément? Oui, dans quel texte il dit ça? Il me semble que c'est dans les noms divins. Ah non, pas du tout. C'est pas dans cette question-là. C'est pas là où il parle de ça. Sur les noms divins, il dit ça aussi. C'est pas. Il y a 2 livres où il parle vraiment de cette question en détail. Et il parle de possible, etc.
D'accord, mais peu importe en fait. Non, Ça, non, c'est- c'est pas peu importe parce que tu as fait une erreur. Et après, tu vas me dire oui, tu vas utiliser ça. Non, je te dis, Non, il y a non, déjà je vais une pas erreur. utiliser cette erreur. Je t'inquiète pas. Si, il y a déjà une erreur. Il y a déjà une erreur. Parce que tu viens de T'inquiète pas, je dire. vais pas Attends, utiliser cette erreur. tu viens Allez. déjà de faire une erreur. Tu viens de dire Razi ne considère pas ses propriétés comme existentielles. En fait, il faut comprendre une chose. Déjà, Razi n'a pas eu une unique position sur la question. Il a eu en fait 2 positions sur la question, voire même 3. La Ouais. position qui est rapportée, ce qui est la mienne en fait, qui dit que ce sont des possibles existants impliqués par l'essence, c'est une de ces positions qui est rapportée dans Kitab Arba'in fi Usul ad-Din. Ça, c'est une position qui est claire et nette. Elle est précisée, les attributs sont des attributs existants, possibles, impliqués par l'essence. Ça, c'est sa première position. Saïd Fouda, lui, veut nuancer le caractère problématique de cette position en disant que Razi a en fait par la suite tenu une autre position, en disant qu'en fait les attributs n'étaient pas en fait des existants en tant que tels. Et ça, c'est la position qu'il a tenue dans ses derniers livres, qui est Matalib al-Aliyya. Mais il y a une distinction entre ce que dit Razi dans Kitab al-Arba'in et Matalib al-Aliyya. La dernière position de Razi, c'est Matalib al-Aliyya, mais la position prise par Baydawi, Taftazani, etc., c'est pas la position dans Matalib al-Aliyya, c'est la position dans al-Arba'in fi Usul ad-Din. Donc D'accord. attention, moi, ma position, c'est pas celle de Razi dans Matalib al-Aliyya, parce que la position de Razi dans Matalib al-Aliyya, c'est de la divine simplicity. Pas absolute, mais en partie. D'accord. Et en quoi c'est pertinent ces précisions-là? Parce que tu as dit que tu contredis ma position. 2 secondes. Non, absolument pas. J'apporte simplement les précisions qui ont été elles-mêmes apportées par les commentateurs du credo Sanoussi concernant la position d'Al-Razi, particulièrement d'Al-Razi. Je n'ai absolument pas fait mention d'Al-Baydawi, etc., comme quoi il le reprenait et qu'il disait qu'Al-Baydawi et Taftazani considéraient les attributs comme étant intramentaux. Non, je n'ai pas dit ça. Non, c'est J'ai dit que c'était... Ah oui, c'est faux, exactement. Et j'ai dit que ça concernait particulièrement Al-Razi. Et d'ailleurs, j'ai le texte, je peux te le donner. Je vais pas, Oui, non, mais je connais le je vais texte. pas, je vais pas être de mauvaise foi comme ça. Donc J'ai lu voilà, au moins par la 4-5 suite, fois en le fait, texte. pour être certain de ça, c'est-à-dire que voilà, il est incongru de concevoir les attributs comme étant des possibles en eux-mêmes. D'accord? Non, Selon, c'est pas ce qu'il a dit. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Bah, regarde, je peux te lire ou pas? Oui, tu peux lire, vas-y. Je vais pas faire une lecture, ça serait fatigant, mais Vas-y, dis-moi, en Alors, substance. Moi, je connais le texte, donc tu peux me le dire. bah, en substance, c'est ce que je te dis. D'accord. Premièrement, les attributs ne peuvent pas être considérés comme ayant un déterminant. Et ce qu'on entend par déterminant là, c'est avoir un fa'il, c'est dans le sens où avoir Oui. un causateur. Faux, fa'il, c'est pas causateur, attention. C'est une erreur déjà, ça. Fa'il, c'est quoi? C'est un type de cause particulière, c'est la cause agentive, c'est la cause qui dépend d'une volonté, c'est ça fa'il. C'est pas la cause, c'est idla. Il y a une distinction entre les deux chez nous. Et Saïd Fouda le précise en plus, et c'est dans le même livre que tu me cites, c'est précisé, distinction fa'il, idla, taba, la nature. D'accord. 3 types de causalité. Donc, est-ce qu'il est congru de considérer les attributs comme étant dérivés de l'essence? Est-ce qu'il est congru de considérer les attributs comme dérivés de l'essence? Oui. Alors, la position d'Al-Baydawi, en fait, certains savants disent que non. Il t'a cité les savants, normalement, il va te citer Sawi et Sanoussi. C'est les savants qui ont critiqué, Tilim Sani aussi. C'est les savants qui ont critiqué cette position, en disant c'est incongru. Saïd Fouda, lui, défend Razi. D'ailleurs, dans la note, tu le diras, il défend Razi. Il va dire que le terme est inapproprié. Pourquoi? Parce que c'est pas correct d'utiliser le terme possible. C'est vrai, c'est pas un terme très correct. Normalement, on devrait éviter d'utiliser le terme possible, imkad. On devrait plutôt parler de nécessité extrinsèque. C'est plus correct, en fait. Mais bon. Mais ce que dit Saïd Fouda, c'est que le sens voulu par Razi est correct. Pourquoi? Parce que le sens voulu par Razi est correct parce que, en fait, si on considère le besoin pour impossible du locus, alors en fait, si on considère le besoin du locus, c'est dans la définition générale de Lincoln, c'est effectivement impossible. Et Saïd Fouda concède ça. Et après, il nuance la position de Razi en disant, et au pire, Razi, dans tous les cas, il ne considère pas que les attributs, c'est des attributs existants. Et dans d'autres articles, notamment dans son forum Aslain, il précise cette position. Et il y a d'autres de ses élèves qui précisent cette position en disant que la position, fondamentalement, elle est possible, elle est correcte. C'est pas la position qui retient. Alors, excusez-moi vite fait. En fait, je me suis endormi, je me réveille. Vous m'entendez? Allô. Je t'entends pas, hein, Ashkar. Non, c'est moi, tu m'entends? Ah, là, c'est bon. Van Reich, tu m'entends? Là, je t'entends plus. Van Reich, il m'entend pas. Non, il t'entend pas, Van Reich, parce qu'en fait, il y a Léon qui parle, c'est pour ça. Ouais. Ah, mais j'entends pas, Léon. Est-ce que vous pouvez revenir au sujet ou pas? Je n'entends pas du tout, Léon. Non, mais on va y revenir. On va parler d'un truc qui a absolument. Bon, je précise, dans pas longtemps, je vais manger. D'accord, pas de problème. Je termine sur ça, je vais rebondir sur tes propos. Parce que moi-même, justement, m'éclaire. C'est un rapport indirect, en fait. Je précise, il n'y a pas de sujet vraiment, genre c'est une discussion, il n'y a pas de... Non. Il y avait un sujet initial, mais au début, écoutez-vous, parce que là, vous êtes en train
train d'empiéter sur mon temps de Regarde, parole et c'est un ouais, petit peu voilà. embêtant. Je me mute. Ouais, revenons s'il vous plaît sur le sujet. Ouais, bon, imitez-vous. Donc, je vais rebondir sur tes propos. Alors, si on entend justement par la dépendance des attributs vis-à-vis de l'entité, c'est-à-dire du locus comme étant un rapport d'inséparabilité, en ce que justement on ne peut pas concevoir les attributs comme existant en dehors du locus, en dehors de la date, alors Oui. oui, dans ce sens, on peut dire que ce sont des possibles. Et c'est ce que justement le Shir Saïd Fouda va clarifier. Maintenant, il est faux de dire que les attributs ont besoin de l'entité. Alors, je vais te lire quelque chose. Il convient de noter qu'on ne devrait pas dire que les attributs d'Allah ont besoin de l'entité. Il faudrait plutôt dire qu'ils subsistent en eux-mêmes au sein de l'entité. Car le besoin s'applique à l'autre et on ne dit pas que les attributs sont distincts de l'entité, tout comme on ne dit pas qu'ils sont l'entité elle-même. Et ça, à plusieurs reprises, il va le préciser. Tu sais c'est quoi le terme qu'il emploie pour l'autre? Ghayr. Oui. Et tu sais c'est quoi ghayr dans le kalam? C'est autre. C'est pas l'autre au sens de deuxième identité. Ça c'est al-aïniya, c'est l'identité. Mais je te parle pas autre dans le sens identité, c'est dans le sens que je comprends par autre, t'inquiète pas, je suis un petit peu arabophone. Non, c'est justement, si tu me cites ça, c'est que t'as pas compris le sens de autre. Ok, d'accord. En fait, il faut vraiment, c'est un livre de kalam, il faut connaître tous les concepts pour les citer comme ça. Pourquoi tu polarises, on va dire, la discussion sur, enfin, tu vas simplement. Mais je te dis, je vais pas te laisser faire un point sur ce livre. Je te le dis d'avance, tu n'auras pas un point sur ce livre. Pas de problème. Tu vas isoler le terme raïd. Alors que ce qui est pertinent ici, et c'est simplement que je voulais lire l'intégralité de la citation, c'est important, je pense. Ce qui est important de retenir ici, c'est que les attributs, premièrement, n'ont pas besoin de l'entité et que les attributs subsistent en eux-mêmes au sein de l'entité. Oui. D'accord. Donc, est-ce que les attributs en eux-mêmes, indépendamment de la définition qu'on a donnée, qui est d'ailleurs très confuse et qui porte à confusion, et je pense que c'est pour ça que vous avez tellement de définitions que vous pouvez jongler pour berner les esprits. Ah non, Rail c'est connu, chez Taftazni. Non, mais je parle pas de Rail, je parle pas de Rail. Mais je vais venir sur la définition qu'on a donnée au préalable, c'est à savoir que justement, ce qu'on entendait par possible en soi, c'est qu'il y a un rapport d'inséparabilité entre les attributs et la date. Quoi? Ce qui est entendu par possible en soi concernant les attributs, c'est qu'il y a un rapport d'inséparabilité entre les attributs et leur locus. Oui. À savoir la date. Oui. D'accord. Indépendamment justement de cette définition-là, parce que tu m'as dit que c'est le Shir Saïd Fouda va défendre Al-Razi en lui donnant raison, en nuançant par cette définition-là. Justement, cette définition est correcte si on entend par possible ceci. Par contre, le Shir Saïd Fouda ne dit pas simplement cela. Il dit notamment que les attributs sont nécessaires en eux-mêmes, bien qu'ils subsistent au sein de l'entité. D'accord. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ok. Je te réponds sur ça. Ce que dit Saïd Fouda ici. Bon, déjà, je reviens sur Raïr, parce que ça, déjà, c'est un problème, parce que tu utilises ça comme argument contre moi et tu veux pas que je vienne dessus. Je vais quand même venir dessus. Ça n'a rien à voir avec Raïr, mais l'argument. Si, ça a quelque chose. Si tu me cites ce passage, c'est qu'il est pertinent pour le débat. Je suis désolé. Raïr, non, je pourrais. Si, mais je vais t'expliquer pourquoi il est pertinent. Allez, dis-moi. Je vais t'expliquer pourquoi il est pertinent. Parce qu'en fait, ici, il est en train de dire quoi? Il est en train de dire, on ne peut pas appliquer le besoin. Il dit ça, on ne peut pas appliquer le besoin parce que ici, les attributs et l'essence ne sont pas raïr l'un par rapport à l'autre. D'accord, ok. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les attributs et l'essence, raïr, c'est la séparabilité en fait, c'est le sens qui est connu. Et si tu ne me crois pas, je peux te donner la référence. Non, mais je comprends. Voilà. Non, je comprends. C'est le rapport de séparabilité. Attends, c'est le rapport de séparabilité. C'est le rapport de séparabilité. C'est-à-dire que en fait, il dit le besoin, ce qu'on appelle besoin, et ici il parle du besoin de quoi à ton avis? Il parle du besoin d'un fa'il, parce que le besoin en général, quand il est utilisé dans le kalam, c'est le besoin d'un fa'il, le besoin d'un agent, pas le besoin d'un locus, ou pas un autre type de besoin. Ok? Donc c'est pour ça que c'est important. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Pour qu'on puisse parler du besoin d'un agent, il y a une règle qui est connue dans le kalam. Pour qu'on puisse parler du besoin d'un agent, il faut que ça soit un effet qui ne soit pas nécessité. Il faut que ça soit un effet qui ne soit pas nécessité. Il ne faut pas que ça soit un concomitant, en fait. Il faut que ça soit quelque chose qui puisse faire l'objet d'un irtiyar, d'un choix. Ok? Là, pourquoi c'est pertinent ce qu'il dit? Il dit qu'on peut appliquer le besoin, ici, on ne peut pas l'appliquer parce qu'il y a un rapport d'inséparabilité. Ça veut dire que les attributs sont nécessairement rattachés à l'essence. Ça bug ou c'est moi? Non, ça bug pas. Vous m'entendez pas? Non, il bug pas, il n'y a que toi qui bug. On m'entend pas? Non, si, j'ai Zeden qui bug. Donc, ok. Tu as fini juste? Okay, vas-y. Non, je finis juste. Donc, quand il dit qu'il n'y a pas de séparabilité, donc c'est-à-dire que les attributs et l'essence sont un rapport de nécessité entre les deux, c'est pour ça qu'il utilise ce terme, et que
le besoin au sens d'un fa'il, et c'est ce qu'il définit avant, le besoin au sens d'un fa'il ne s'applique pas à des choses qui ont un rapport de nécessité. Mais sauf que ce que parle Ar-Razi, c'est pas le besoin au sens d'un fa'il. Et ce dont moi je parle, c'est pas le besoin au sens d'un fa'il, au sens d'un agent, fa'il mukhtar. Nous, on parle du besoin au sens de ce qu'Al-Ghazali appelle dans Tahafut al-Falasifa d'une cause réceptive, d'un agent ou bien d'une illa au sens de cause nécessitante. C'est ça qu'on entend par là. Et maintenant, pour répondre à ta deuxième question, quand Saïd Houda dit que les attributs sont nécessaires en soi, tu sais quoi les deux définitions de la nécessité chez nous, ou pas? Nécessaire en soi, c'est ce qui subsiste par lui-même. Voilà. Non, c'est pas ça. Il y a deux sens de la nécessité chez nous. C'est deux sens différents. Nécessaire par un autre et nécessaire en soi. Non, ça c'est une distinction au sein de la nécessité. Mais moi je te parle de la définition de la nécessité. Il y a deux sens en fait. La définition de la nécessité, mais je t'en prie, vas-y, dis-moi. Ouais, en fait il y a deux sens. Et c'est ça qui est important. Moi j'utilise souvent le deuxième, et c'est souvent le deuxième qu'on entend, mais c'est jamais le premier. Il faut comprendre déjà que les deux sens de la nécessité, ce sont deux sens en fonction de l'époque. Les premiers savants, ceux qui suivent le kalam ancien, utilisent le premier sens. C'est le sens qui est donné par Al-Ghazali. La nécessité, c'est l'absence d'avoir une cause. C'est l'absence d'avoir une cause volontaire. C'est ça la nécessité. Chez Al-Ghazali, tu peux vérifier Tahafut al-Falasifa. La référence, elle est connue. Et c'est la même référence chez, tu peux trouver chez Al-Baydawi au début du livre, tu peux trouver chez Al-Juwayni, tu peux trouver partout. C'est un truc connu. La nécessité chez les anciens, c'est ça. La nécessité chez les nouveaux, c'est pas ça. La nécessité chez Al-Razi, etc., c'est ce que je t'ai dit, l'inséparabilité logique, etc., etc. Bon. D'accord. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quand Saïd Houda, lui, parle de nécessité, il y a deux possibilités. Soit il parle du vocabulaire en fonction ancien, soit il parle du vocabulaire en fonction nouveau. En fait, on sait très bien que c'est le vocabulaire en fonction ancien, pardon. Pourquoi? Parce que, en fait, pourquoi c'est parce qu'en fait, c'est quoi le livre qui est étudié ici? C'est al-Barahin. Et al-Barahin, c'est un livre qui est selon quel, il suit quelle école? Sanoussi n'est pas un razien. Sanoussi ne suit pas du tout l'école razienne. Sanoussi suit l'école de Juwayni. Et du coup, il utilise le vocabulaire ancien. Et pour preuve, je peux te prouver ça assez facilement. Il suffit de regarder la définition de hadith qu'il donne, qui est l'analogue de nécessaire. Et donc, Saïd Houda, il s'est connu chez lui. Saïd Houda utilise une terminologie du kalam ancien. Et quand il dit que les attributs sont nécessaires en soi, ce qu'il entend par là, c'est que les attributs n'ont pas besoin de cause agentive. Et Razi est d'accord avec ça. Les seuls qui ne sont pas d'accord, c'est certains groupes, mais pas nous, en fait. Donc c'est une distinction connue. Si tu veux les références, je les ai. Non, mais je te crois. Écoute, moi, c'est pas ça. Moi, je veux simplement savoir. Par contre, je t'ai dit, il faut que j'aille manger. Oui, mais okay. un instant. Juste un instant, parce que bon, merci pour toutes ces précisions-là et cet aperçu historique que tu as offert, d'accord. Mais ça ne répond pas à la question. Moi, je veux savoir si pour toi, et là, c'est pas un argument que je suis en train de formuler, c'est pour toi, est-ce que les attributs sont dérivés de l'essence? Oui ou non? Et je ne te parle pas justement... Les attributs sont dérivés de l'essence comme des concomitants et ils sont possibles en ce sens qu'ils ont besoin d'un locus et ils sont dérivés de l'essence comme des concomitants comme l'essence est une cause nécessitante pour les attributs et non pas une cause agentive. Et c'est la même position que donne Razi dans Arba'in. D'accord. Le rapport justement entre les attributs et l'essence est un rapport de causalité, bien que tu le définis d'une manière particulière et que c'est pas une causalité. C'est une causalité spécifique. Une causalité essentielle. Dans ce cas-là, on pourrait dire que c'est pas causalité une causalité essentielle, causalité nécessitante. C'est la illa. D'accord. Donc ça revient à dire que Dieu cause l'attribut de sa volonté, l'attribut son de essence, sa science. Son essence les implique. Ok, l'essence cause l'attribut de la volonté, etc., etc. Tous les attributs, très bien. Oui. Donc maintenant, j'aimerais te poser une question concernant ça. Est-ce que Allah, donc comme justement nous l'avons défini au préalable comme étant l'ensemble, c'est-à-dire la date plus les attributs, est-ce que c'est une instance particulière? Est-ce que c'est un particulier Allah? Oui. Ok. Est-ce que Allah est nécessaire en lui-même? Oui. Ok, donc j'aimerais savoir une chose. Déjà, comment en théorie justement des ensembles, ou pas que, mais juste en logique modale, en logique modale, comment pourrais-tu concilier ou rendre possible qu'un ensemble concret, donc un ensemble particulier qui serait dépendant justement de ces éléments pour son identification, pourrait être nécessaire en soi alors qu'il contient des éléments... possibles. Il contient des possibles. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que si c'est une objection connue. Voilà, mais si tu apportes une réponse justement à cette question-là, alors dans ce cas-là, je ne vois pas comment tu pourrais formuler un argument cosmologique. Oh, mais ça c'est se basant sur. Vas-y, dis-moi. Je vais rentrer dans ça. Mais ça, tu vois, c'est un truc que je maîtrise plutôt assez bien depuis le temps. Mais bon, rentrons dans ça. On me l'a déjà fait cette objection. Bon, en fait,
il faut, avant de rentrer dans la question que tu me poses, elle est très simple. C'est comment on peut concilier le fait qu'il y a un ensemble formé de possibles et de dire que cet ensemble est nécessaire en soi. Bon. En fait, qu'est-ce que la nécessité en soi? La nécessité en soi, c'est quand on prend une chose, quand on prend son concept, on prend une quiddité, et qu'on arrive à la conclusion qu'on ne peut pas supposer sa non-existence. C'est-à-dire que c'est un nécessaire. C'est-à-dire que la supposition de son existence est une impossibilité logique. Ça, c'est la nécessité en soi. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas supposer son existence. Son inexistence est impossible. Ok ? Bon. Maintenant, allons voir dans la définition d'Allah. Ok ? Donc, on a quoi dedans ? Si on va dans la quiddité entre guillemets, on a une essence. Bon, évidemment, on ne va pas te dire il y a quoi dans l'essence. Ça, on ne peut pas le faire. On ne dit rien sur la haqiqa. On a l'essence. Et puis on a des propriétés. Les propriétés, là on parle évidemment des sifat ma'ani, je préfère le préciser, on parle que des propriétés wujudi, des propriétés qui sont en volonté, puissance et science. Pas que les gens confondent tout. Donc on a l'essence et des propriétés qui sont impliquées. Ok ? Donc c'est ça qu'on doit considérer. Donc maintenant, quand on se pose la question, est-ce qu'on peut supposer que l'inexistence, et c'est en ça que d'ailleurs c'est pour ça que ça va être distinct du système S5 en logique, avec les mondes possibles, c'est un système assez différent en fait. En fait, est-ce qu'on peut vraiment supposer l'inexistence d'Allah sans qu'il y ait contradiction logique? La réponse est non. Pourquoi? Parce que si on veut montrer qu'on peut supposer l'existence de Allah, tu vas me dire quoi? Tu vas me dire, fondamentalement, il y a des attributs possibles. S'ils sont possibles, ça veut dire qu'ils auraient pu ne pas exister. Et donc, par conséquent, s'ils auraient pu ne pas exister, Allah, comme il est formé de ses attributs, il aurait pu aussi ne pas exister. Le problème ici, c'est qu'on ne peut pas supposer l'inexistence de ces attributs, même si c'est des possibles. Pourquoi on ne peut pas la supposer? Parce que si certes c'est impossible, c'est un nécessaire par autre que soi. Par conséquent, si on va dans la définition d'Allah et on essaie de supposer l'absence d'un des éléments, c'est impossible. Pourquoi? Parce que cet élément, il est impliqué par un nécessaire en soi, qui est l'essence. Or, pour pouvoir supposer l'absence d'une propriété, qui est impliquée par une autre propriété, par une essence en fait, il faudrait aussi supposer l'absence de l'essence. Or, on ne peut pas supposer l'absence de l'essence puisqu'on a dit que l'essence est nécessaire en soi. Par conséquent, il n'y a aucun moyen de supposer que le concept Allah en tant que tout aurait pu ne pas exister. Pour répondre à ta question par rapport à l'argument cosmologique, la distinction elle est assez claire en fait, elle est même assez évidente. Quand je fais mon argument cosmologique avec les ensembles que je considère, il n'y a absolument aucun être nécessaire comme partie de cet ensemble qui implique les autres éléments. Alors que quand je prends Allah, il y a une partie de l'ensemble, si tu veux, si on parle en termes ensemblistes, il y a une partie de l'ensemble qui est nécessaire en soi et qui implique tous les autres ensembles. Alors que quand je prends mon ensemble des contingents, il n'y a que des possibles dedans, et aucun des possibles n'implique nécessairement l'autre. Et même si c'était le cas, de toute façon, il n'y a que des possibles là-dedans. Donc, je peux supposer l'inexistence d'un possible, et on ne pourra pas me dire non, parce que ça implique de supposer l'inexistence d'un nécessaire. Non, tout le reste, c'est des possibles. Donc, je peux bien, effectivement, supposer l'absence du tout. Ce qui n'est pas le cas ici pour Allah. Et dernier point, et puis après, il faudrait quand même que j'aille manger, c'est pourquoi, là c'est une petite remarque, c'est pas un point argumentatif, mais c'est aussi pourquoi, parce qu'on a parlé de ça. Pourquoi tu devrais faire plus court, parce que justement, après, je n'ai pas trop le temps de rétorquer quoi que ce soit. Non, mais ce point, tu n'auras pas à rétorquer, c'est juste une remarque historique, c'est tout. Ok, non, pas sur ça, mais concernant justement ce que tu viens de j'essaierai, mais après, si je fais plus court, tu vas me dire que je suis pas précis, comme GZN. Non, pas de problème. Ça, okay. Donc, sur le petite note historique, entre guillemets, c'est pas un point argumentatif, mais c'est pour ça que c'est différent du système S5. Parce que dans le système S5, en fait, il y a la théorie des mondes possibles. Et par exemple, il y a des mondes qui auraient pu ne pas exister et qui sont des mondes possibles. Et les mondes qui ne peuvent qu'exister, c'est des mondes nécessaires. Mais là, on a quoi, en fait? On a des cas de choses qui sont possibles, des attributs, mais qui n'auraient pas pu ne pas exister dans un autre monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont impliqués par un nécessaire en soi. Ça c'est la distinction du système S5. C'est pas vraiment ça le système S5, mais si, ça pour le coup c'est non, l'axiomatique du système S5, c'est plutôt de dire c'est vraiment représentatif du schème leibnizien, considérant que ce qui est possible est nécessairement possible. Voilà, en d'autres termes, c'est ça. Ce qui est possible implique nécessairement la possibilité de cette chose. Mais le système S5, il exclut. Non, tous les systèmes modaux, ils impliquent les mondes possibles en fait. C'est justement ça. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais dans le système S5, si une chose est dite possible, ça veut dire que même si elle n'existe pas, elle existe dans un monde possible. C'est ça. D'accord, mais regarde, tu vas comprendre. Excuse-moi, t'as dit quoi? Mais juste revenir en fait à ce que t'as dit parce que je sais que tu vas aller manger. Dans le système S5, si une chose est dite possible, ça signifie qu'elle existe dans un monde possible. Non, pas ça. Non, absolument pas. Si. Non. C'est quoi alors? C'est pas ça, c'est que si quelque chose est nécessairement possible, alors dans tous les mondes possibles dans lesquels on pourrait accéder à partir d'un monde donné, cette possibilité-là est accessible dans tous les mondes. C'est ça en fait. Non, mais nécessairement possible.
Oui, mais nécessairement possible. Non, ça c'est un concept assez étonnant, Non, nécessairement non, possible. non, vraiment, Tu il y a veux des dire, choses qui tu veux sont dire, possibles. tu veux dire que c'est la nécessité par autre que soi. Non, absolument pas, non, ça n'a rien à voir. Par Bah, c'est exemple, quoi si on nécessairement possible alors? nécessairement possible, si on envisage une chose comme étant possible, d'accord, dans tous les mondes, alors elle est nécessairement possible en ce que peu importe le monde dans lequel on envisage la chose, enfin peu importe le monde qu'on postule, bah la chose, la proposition, peu importe la qualité, on va dire, qu'on a définie, est accessible à partir de ce Ouais, monde-là. mais dans ce cas, ça c'est la définition du nécessaire dans le système S5. Puisque le système S5, sa définition du nécessaire, c'est qui existe dans tous les mondes possibles. Oui, mais sauf que justement, Ouais, on mais du coup, il introduit n'y a pas la de distinction entre les possibilité. deux. Il y a une conjonction avec la possibilité et la nécessité. Dans Mais le c'est sens quoi la où conjonction c'est quoi la distinction entre les deux? Il n'y en a pas là. la nécessité implique qu'une chose est ce qu'elle est, dans tous les mondes. Oui. Mais une possibilité peut être nécessaire dans tous les mondes. Mais, c'est ça, c'est une nuance. En mais, gros, mais c'est quoi la différence que tu fais entre les deux? Si tu me définis le nécessaire comme ce qui existe dans tous les mondes, non, c'est alors pas le ça. possiblement nécessaire, il est aussi, enfin le nécessairement possible, c'est ça que tu as dit, il est Voilà, aussi mais dans tous les voilà. mondes. Donc il est Oui, aussi mais ça nécessaire. n'implique pas une existence actuelle. Le fait qu'une chose peut être Ah, envisagée. pas une existence actuelle. Ah, d'accord, Oui, oui, voilà. non, mais d'accord, mais si c'est, oui, si c'est ça que C'est on est vraiment. d'accord sur ça en fait. Si c'est, Oui, ça voilà, n'implique pas une existence actuelle, on est bien d'accord. C'est ça non, que tu ça veux dire n'implique par absolument accessible. pas une existence actuelle. Non, pour Oui, bah voilà, donc l'accessibilité, c'est bien différent il du n'y a pas vraiment. système d'Ibn Sina en fait. C'est bien différent, c'est bien ce que je dis. Il n'y a pas absolument pas de présupposé réaliste, modal ou quoi par le système S5. Non, non, Mais, je suis d'accord, Il n'y a pas de voilà, supposé. pour revenir à ça, parce que tu as justifié, on va dire, la rationalité de l'ensemble nécessaire en soi par le fait qu'il y a une transitivité à partir de l'un, c'est-à-dire la date qui est nécessaire en elle-même, qui distribuerait, entre guillemets, la nécessité à tour de rôle. C'est ça? Donc, alors, si elle distribuerait la nécessité à tour de rôle, pourquoi elle ne la distribuerait pas à Allah elle-même, lui-même? Qu'est-ce qui devrait distribuer la nécessité? Ok, d'accord. La date, tu dis que c'est ce qui est nécessaire en soi. Oui. D'accord. Et que les attributs sont nécessaires en ce qu'ils sont dérivés de la date et qu'ils n'ont pas une nécessité intrinsèque. Oui. D'accord. Donc, comment la transitivité ne s'applique pas dans le cas d'Allah? Je ne suis pas en train de dire que Allah est un contingent. C'est absolument pas mon argument. Mon argument est de savoir comment tu peux concilier la transitivité sans l'appliquer à l'ensemble. Bah, on l'applique à l'ensemble, puisque Non, je viens parce de te que l'ensemble, prouver. tu m'as dit qu'il est nécessaire en lui-même. Moi, je te Oui, dis, l'ensemble est nécessaire en lui-même, ouais. on peut pas dire que. Ok, donc il y a combien d'instances particulières nécessaires en elles-mêmes? Bah, il n'y en a qu'une seule. Non, c'est faux. La date, elle est identique à Allah. Qu'est-ce qu'il y a? La date, elle est identique à Allah. L'essence, elle est Ah oui, identique à Allah. dans ce sens-là. Oui, mais attention. Non, attends. Je te pose Oui, une question. Vas-y, pose la Est-ce que question. l'essence est identique à Allah? Est-ce que l'essence est identique à Allah? Non. Comme nous l'avons défini. D'accord. Non, donc, pas dans le est-ce que concept. l'essence était nécessaire en elle-même? Est-ce que l'essence est nécessaire en elle-même? Oui. Est-ce que Allah est nécessaire en lui-même? Oui. Il y a combien d'instances particulières existantes là? Bah, il y a un rapport partie-tout, si tu veux, il y en a deux, oui, si tu as envie. D'accord. Donc il y a deux instances particulières nécessaires en elles-mêmes. Quelle est la définition du polythéisme? Alors, attends. Deux instances particulières. Attention. Tu as dit au début, est-ce que la date est particulière ou universelle? C'est bien ce que tu as dit. Non, elle est jamais universelle dans vos théologies. Arrête. Attention, non, tu m'as posé la question. Moi, je reprends ta question. On est bien d'accord? Oui. Ok. Oui, je t'en prie. À partir du moment où je dis la date d'Allah, c'est que c'est une naissance particulière. C'est quoi la date chez nous? Écoute, c'est une naissance particulière, c'est le soi. Ou ah non, je t'ai défini en privé. Tu m'as posé la question. Je t'en prie, moi. La seule chose qui m'importe, en toute honnêteté, tu ne peux pas définir la date, d'accord? Donc à partir du moment. Si, je peux donner des caractérisations. Des caractérisations, mais c'est jamais une définition. Et la caractérisation, je ne vois pas comment tu pourrais l'envisager indépendamment justement du jugement modal que tu apportes. Attends, à savoir que la nécessité est inclue dans l'acquisition de cette date-là, et autre chose est que les caractérisations sont faites par les attributs dérivés de celle-ci. Et ce n'est pas une définition propre. D'accord. Donc, moi, quand je te pose la question, est-ce que la date existe? Oui, la date existe. La date d'Allah existe. Bon, voilà. Est-ce que la date est nécessaire en elle-même? Oui, parce que c'est la définition que tu m'as apportée. Et est-ce que, parce qu'à partir du moment où les attributs dérivent leur nécessité par la date est de soi nécessaire en elle-même. Et quand je te demande est-ce que Allah est identique à la date qui, elle, est une instance particulière, parce que c'est un particulier, c'est pas un universel, tu me dis oui. Est-ce que Allah est nécessaire en lui-même? Tu me dis oui. Et moi, je compte deux instances particulières. Ok, oui, non, mais j'ai compris ton argument. Mais en fait, le problème ici, c'est que ça dépend ce qu'on entend par date. Et le problème, c'est que je t'ai déjà défini date. Et je pensais que tu étais déjà au courant de la définition que je t'avais donnée. En fait, le terme date peut avoir deux définitions. Du moins, il peut avoir deux. Soit on dit mahia, soit on dit haqiqa, soit on dit date. Généralement, quand on dit date, on fait référence à un sujet, à un substrat, au sujet particulier. En fait, il y a deux sens ici. Il faut comprendre une chose. Nous, quand on parle
Il y a le sens où on parle de date en général, dans les ouvrages de l'Aqida, c'est-à-dire le sens de sujet, le particulier en tant que tel. Et là, en l'occurrence, il n'y a que Allah. Là, il n'y a pas de date plus attribut ou quoi que ce soit. C'est le particulier. C'est juste le particulier dans sa dimension où il n'a pas besoin de locus. C'est le sens de la date, en fait. Hein. Le sens de date, en général, c'est la substance. C'est l'existence. Je peux te poser une question par rapport à ça? Oui, vas-y. Donc, tu as dit que le date, dans le sens de particulier, c'est Allah. Qu'est-ce qu'il y a? Le date, entendu comme un particulier, c'est Allah. C'est identique à Allah. Non, pas exactement. Parce que j'aimerais que tu sois précis, justement. Ouais, non, mais je vais être précis. La mahiyya, est-ce qu'elle est, c'est intramental ou extramental? La mahiyya, est-ce que c'est intramental ou c'est extramental? Est-ce que le concept de mahiyya pourrait être traduit comme essence universelle? Non, parce qu'enfin, oui et non, en fait. Le problème, c'est l'essence universelle. Non, le problème, c'est que la mahiyya d'une chose, c'est sa quiddité. Le problème, c'est que les termes, c'est le même problématique que vous avez eu entre la distinction et sans substance. Et le problème, c'est que le dhat, mahiyya et haqiqa sont des termes interchangeables qui parfois désignent la même chose, parfois désignent deux réalités distinctes. Le terme de dhat, ça dépend comment on l'entend en fait ici. Si on entend le terme de dhat comme... Parce que dhat, ça peut être une essence particulière, c'est un particulier en fait, dhat. Mais quel type d'essence particulière? C'est en fait les substances, les essences particulières qui ne dépendent pas d'un locus. Là, dans ce cas-là, quand on parle d'Allah, on parle de sa dhat, c'est la même chose ici. C'est le particulier qui n'a pas besoin d'un locus, c'est le particulier qui est qualifié par le qiyam bin nafs, etc., etc. Maintenant, quand on parle de mahiyya, c'est la réalité d'une chose, c'est ce qu'elle est, c'est sa définition, donc la réalité de la date, c'est les attributs, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a? La réalité de la date. Sur ça, non, c'est pas une position, mais c'est la position de certains savants. En fait, dans ce cas-là, je pense que ce serait pas pertinent de rapporter des positions qui ne sont pas les tiennes. Non, je défends que les miennes, mais c'est pour ça que je t'ai dit non. Il faut savoir, si tu fais cette distinction-là, tu devrais me définir. Non, moi je te fais la distinction à dessein. Pourquoi je la fais à dessein? C'est parce que, en fait, ce que tu entends par date ici, et que tu qualifies de particulier, c'est pas la date qui est partie d'Allah ou quoi que ce soit. Ça, là, quand on parle de date ici, c'est juste le particulier. C'est le particulier qui existe. C'est, par exemple, je sais pas, une chaise est une date, par exemple. Un sac est une date. C'est un particulier. Oui, ça, c'est un particulier. Mais dans ce qu'on parle avec Razi, là, de la question des attributs et de l'implication, ici, on n'est pas en train de dire que c'est la date qui implique les attributs. On est bien d'accord. Ah, c'est quoi qui implique les attributs? Là, on est en train de dire que c'est la mahiyya, c'est la haqiqa. Enfin, c'est pas la date au sens précédent que je viens de te donner, c'est-à-dire au sens de sujet substrat, mais c'est la date au sens ici de mahiyya et de haqiqa. Et c'est quoi le sens de mahiyya, de haqiqa? C'est-à-dire l'essence fondamentale d'Allah, ce qu'est Allah, sa définition propre, si tu veux. J'ai compris. Je peux te poser une question? Vas-y. Et ça, évidemment, c'est pas un particulier, parce qu'il n'existe pas sans attributs. Tu dis que la définition de la date implique, c'est-à-dire des concomitants qui sont les attributs. Alors, la mahiyya, oui. La mahiyya implique des attributs. Ok, la mahiyya implique des attributs. Mais, ok. La mahiyya, est-ce qu'elle est extramentale? Est-ce qu'elle a un référent extramental? Toute seule? Sans attributs? Non, la mahiyya, compris justement. Ce qui instancie la... Vas-y. La mahiyya, tu la définis comme telle, comme étant une substance impliquant des attributs. Non, pas une substance. Ça c'est date. Ok, mahiyya, c'est simplement des caractéristiques. C'est la quiddité. Mais la quiddité, pardon, c'est des caractéristiques? C'est un ensemble de caractéristiques ou une seule caractéristique, une quiddité simple selon l'avion. Ce sont des propriétés. C'est des propriétés se rapportant à un locus ou un substrat. Un particulier, ouais. Un particulier ou un substrat, voilà. Donc maintenant, résidant dans un substrat du moins. Est-ce que cette mahiyya-là que tu énonces réside dans un substrat extramental? Est-ce que cette mahiyya réside dans un substrat? Alors là, il y a deux sens en fait. Parce il y a deux sens, trois sens, on va jamais se Oui, il y a deux sens, en fait. Chaque fois, il y a deux sens pour chaque mot. Parce que ça, c'est le problème de vous, les chrétiens, à mon avis, vous êtes impatients. C'est très, très clair. Non, vous êtes impatients, en fait. Et nous, on a une terminologie. C'est pas aussi simple que ce que vous pouvez penser. Mais moi, je vais te répondre. C'est pas toi qui m'avais dit la dernière fois, peu importe les termes que tu emploies, voilà, tu avais dit un truc. Ah non, je t'ai donné deux définitions. Tu peux pas mentir. Regarde tes messages privés. Regarde tes messages privés, je t'ai fait une distinction. Non, pas ça. Je fais exactement la même distinction. Non, pas ça. Je parle pas dans ta réponse. Je parle de quand on discutait, que tu m'avais dit oui, mais vos termes. À l'écrit ou à l'oral? Non, à l'oral. Vos termes, on s'en fiche. Le plus important. Ah oui, parce qu'on parlait de la réalité ici. Et je te disais que date, mahiyya, non, parce que là, on parlait d'un seul et même sujet. On parlait pas du sujet substrat. Ce qui est curieux, c'est que tu m'as dit que ces trois termes étaient interchangeables, mais sauf que. Oui, ils sont interchangeables. Ils sont interchangeables, donc le fait qu'il y ait un sens différent pour l'un implique l'identité pour l'autre. Non, regarde. En fait, ils ont trois sens équivalents, mais qui ont justement des sens différents. En fait, franchement, c'est pas très difficile à comprendre. Regarde, il y a deux sens. C'est ce que je t'ai expliqué. Le sens sujet-substrat, le sens quiddité.
pour le sens quiddité, les trois termes peuvent être employés. Tu vas trouver dans certains textes le terme dhat, tu vas trouver dans certains textes le terme haqiqa, tu vas trouver dans certains termes le terme mahiya. Les trois sens pour désigner la quiddité sont employés. Et la référence, je la donne, tu la connais déjà. Isfahani, chapitre sur les mahiya, c'est connu. Bon, maintenant, pour désigner le sujet substrat, un seul terme est utilisé. Et là, ils ne sont pas interchangeables. Alors, généralement, on utilise rarement, enfin jamais même, mahiya pour désigner le sujet substrat, ou même haqiqa pour désigner le sujet substrat. Généralement, on utilise le terme dhat, ou bien on utilise d'autres termes. Jirm, c'est le terme que je t'ai employé tout à l'heure. D'accord. Puis après, les substances, etc. Ok, d'accord, je viens de comprendre. D'accord. Mais du Bon, coup, par en contre, fait, faut vraiment que j'aille manger parce que non, vraiment... attends, tu vas pas fuir sur ça. Bon, je vais pas fuir, mais vas-y. Tu vas pas fuir sur ça. Vas-y, Je pose te la laisse question. dans 3 minutes, d'accord? Donc, quand j'emploie le terme date, est-ce que c'est un référent? Quand tu emploies le terme dhat, donc là, on parle de dhat dans le sens particulier, là, sujet. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est un référent? Oui. Est-ce que ce référent est identique, le terme justement date est identique à ses implications? Est-ce qu'il est identique à ses implications? C'est-à-dire quoi, c'est les implications du terme concomitant. dhat? Ouais. Ok. Je t'ai déjà expliqué Là- que les Non, mais attributs, c'est attends, pas les laisse-moi finir. implications de dhat. D'accord, laisse-moi finir, s'il te plaît. Mhm. Donc tu m'as dit que c'était des implications au Mahia, mais le Mahia c'est juste un set d'attributs, donc c'est une implication à quoi finalement? À une date, logiquement, parce qu'un set d'attributs est caractéristique d'une date, d'une substance. Non, Donc, non, je suis pas d'accord. non, un set d'attributs n'est pas caractéristique d'une substance. Non, c'est pas ça. C'est surtout qu'en fait, Oh toi, là tu n'arrives là. pas à concevoir comment un set d'attributs, ou un seul attribut, en fait, en l'occurrence ici, peut impliquer les autres. Parce que toi, tu dis que ça doit être une substance, etc., qui implique les autres. Mais en fait, je suis pas d'accord. Je te donne un exemple, en fait. C'est un peu comme les implications analytiques, ou les Mais implications logiques. en fait, non, tu vas. Écoute, Vanraj, je sais de quoi tu parles. Cet attribut en particulier, c'est Ah non, tu l'existence. sais pas, impliquant. vu les termes que tu emploies. Cet attribut en particulier qui implique les autres attributs, c'est l'existence. Tu es d'accord? Non, c'est pas vrai. Ah, c'est pas de l'existence que découlent les autres attributs? De la nécessité de l'existence? Non. Déjà l'existence, ça n'a rien à voir dans ce débat, puisque l'existence, c'est même pas un attribut wujudi, c'est un jugement. D'accord. Donc, dis-moi comment d'un attribut, ok? Parce que là, tu m'as dit qu'il y avait un rapport de causation, hein, d'accord? Il y avait un De rapport nécessité entre les deux, ouais. Non, tu m'as dit qu'il y avait un rapport de causalité. Oui, un entre la- rapport de aïda, de nécessité, en fait, de Ouais, cause-nécessité, voilà. si tu peux, si tu veux. Ou si tu veux, peu importe. Tu peux apporter des précisions, mais t'inquiète, on se comprend. C'est pas péjoratif de dire ça. Donc, tu m'as dit qu'il y avait un rapport de causalité entre la date et les attributs, en ce que les attributs sont dérivés ou dérivent leur nécessité, d'accord, à partir de la date. Donc, quand Ouais. je te demande la date, c'est quoi? Tu me dis que c'est la substance particulière. C'est le Mhm. locus justement des attributs. Oui, mais non, t'as pas écouté ce que je t'ai dit au début, c'est pas possible. Regarde, là, ce que je t'ai dit quand je parlais de la dérivation des attributs à partir d'une quiddité, ici c'est mahiya, c'est pas dhat. Dhat, c'est un particulier. Il n'y a pas de question de dérivation ou quoi que D'accord, ce mais soit. moi je Dhat, te parle pas de Mahia, je m'en fiche. Je te dis ah, clairement, mais je oui, m'en mais là, tu me parles de dérivation à partir de la dhat, sauf que c'est Non, pas mais du tout la théorie de je Razi. m'en fiche, peu importe en fait, c'est pas ça la question. Ah bah si, c'est ça la question. C'est pas ça la pose. question. Non, la question est est-ce que la date particulière existe réellement? Est-ce qu'elle a une Est-ce que réalité la dhat fondamentale? particulière existe réellement? Oui. Ouais, ok, d'accord. Est-ce que Allah est un particulier, comme défini justement Oui, en amont? oui, c'est un Attends, particulier. à savoir l'ensemble attribut plus date. Oui, c'est un particulier. Ouais. D'accord, donc explique-moi comment tu peux concilier justement ta revendication du monothéisme avec l'idée qu'il y ait deux instances particulières qui sont Mais il n'y a nécessaires en pas elles-mêmes. deux instances particulières, il n'y a que Allah. D'accord, Le on va particulier. apprendre C'est à quoi le compter un petit peu. particulier? Alors, C'est quoi le système de particulier? piano, le particulier c'est la date et Allah. Ah, mais attends, mais voilà, donc je viens d'avoir la preuve que tu n'as vraiment pas compris ce que je t'ai dit. Et Non, c'est pour ça que je pense que écoute, tu as Non, très non, bien, regarde. très bien compris ma critique. Tu peux me dire lequel des deux termes implique les autres attributs? On s'en fout de l'implication. Non, Moi, je te parle on s'en fout pas, c'est ça ton argument. On s'en fout pas. On peut pas Ok, s'en foutre. C'est le cœur de ton. Regarde, non mais attends, ton argument, je connais ton argument, c'est ça que tu vas dire. Tu vas dire, en fait, il y a la date qui implique des attributs, la date est un particulier nécessaire, l'ensemble est un nécessaire, donc on a deux particuliers nécessaires. Ok, on a compris ton argument, c'est la définition du polythéisme, tatati tatata. On a compris. C'est tes propos, hein. Non, c'est pas mes propos. Pourquoi? Ah, Parce si tu as dit qu'Allah était un nécessaire. Oui, mais pourquoi je t'ai introduit la distinction dhat mahiya? C'est pas pour rien, je l'ai pas fait juste pour décorer pour le point culture. C'est pas du tout. La mahiya, c'est quoi? C'est l'ensemble. Non, attention. Ce qui implique les attributs, c'est pas un particulier en plus qui s'appelle dhat. Non, ce qui implique les attributs, c'est le sens de mahiya que je t'ai donné, qui peut être aussi le sens de dhat, mais là on a fait exprès de les distinguer pour pas faire d'erreur. Ok. Écoute. Donc, ça attends, je n'ai pas fini. Non, j'ai pas fini parce que tu vas encore faire une erreur. Mais moi, je peux pas faire d'erreur en fait. Donc, la mahiya, c'est
pas un particulier, c'est pas un truc qui existe en tant que Je tel. t'ai pas dit que ça existait en particulier. Ah bah voilà, bah c'est très bien. Mais je Bah, t'ai jamais dit pourquoi ça tu me en dis il y a fait. deux Arrête de faire un homme de paille depuis tout à Ah bah l'heure. non, si, c'est ce que t'as Ah dit. si, T'as non, dit non, ce non, qui j'ai jamais dit que la Mahia existait particulièrement. Tu J'ai as jamais dit dit ce ça. qui implique les Absolument pas. attributs, c'est la zat. Et donc tu as pris zat comme interchangeable avec mahia. Parce que ce qui implique les Benraj. attributs chez Razi, c'est la mahia. Donc si tu dis la Benraj. zat implique les attributs, c'est que tu considères que zat est équivalent à mahia ici, c'est tout. Attends, C'est aussi simple que ça. Ashkar, Non, 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 laisse-le non, non, laisse me coupe pas, manger. me coupe pas, me coupe pas, me coupe pas. Non, je te s'il coupe te plaît. pas, vas-y. Non, Mais par non, contre, Léon. faut vraiment pas abuser. Non, Faut parce que vraiment Léon que me parle. Oui, c'est pour ça. Ashkar. Attends, Attends, Léon. laisse-le partir manger, il va Bon, revenir, non, tu non, non, tu attends, reposes tes je peux questions. pas Attends. interrompre comme ça la discussion, s'il te plaît, Léon. C'est Bon, moi, important. faut que j'aille manger par contre. Oui, oui, je Frère, vais ça t'aider, fait. mais Eh, moi, allez, je vais écoute, je vais Vas-y, dire Léon, pose-moi une ça dernière fait- question. et Ashkar, vas-y. ça fait 22 minutes. Mute-toi, s'il te plaît, Léon. S'il te plaît, J'entends pas on Léon, termine. moi. Oui, mais moi je l'entends, je sais pas. Tu peux te muter, s'il te plaît, je finis juste mon point. Vas-y. Alors, je ne te dis pas que la mahia est un particulier, absolument pas. J'ai simplement formulé mon argument sur base de tes propos, de tes définitions, à savoir que la date est un particulier et que la date n'est pas identique à Allah, et que Allah est l'ensemble justement date plus particulier, plus attribut, pardon. Donc à partir de ces affirmations-là, j'en ai déduit le fait qu'il existe deux instances particulières qui sont nécessaires en elles-mêmes. Et ça, c'est simplement tes revendications. Maintenant que tu apportes une nuance, à savoir que la mahia, c'est elle qui implique les attributs, mais la mahia, tu me l'as définie comme étant un set d'attributs. Donc comment un set d'attributs peut-elle impliquer les attributs qu'elle contient, en ce que justement il y a une réflexivité. Faudrait m'expliquer ça. Donc les attributs sont cause d'eux-mêmes. Si tu me dis que la mahia, à savoir comme tu l'as défini, un set d'attributs, bah si c'est ce qui implique justement les attributs, alors les attributs sont cause d'eux-mêmes. Enfin, Ok. je ne comprendrais pas comment Bon, ça se. je te fais ça ma passe. dernière réponse. Le deuxième argument, tu me l'as déjà sorti. Je te fais ma dernière réponse. Après, je vais manger. Après, on reprend si tu veux. Bon, ma dernière réponse. Ok, premier point. Sur ton argument, il y a deux particuliers nécessaires. Ici, le terme date. Alors, il y a deux, je t'ai dit, il y a deux possibilités. Soit tu le prends comme mahia, tu m'as dit que tu le prenais pas comme mahia. Très bien, tu le prends comme un particulier. Si tu le prends comme particulier, il n'y a pas de distinction ici. C'est Allah, pur. That, c'est Allah. Ici, il n'y a pas de particulier. Il n'y a pas de distinction. Il n'y a qu'un seul particulier, c'est Allah. Il n'y a pas that qui est un particulier autre qu'Allah. C'est tout. D'accord, C'est juste que d'accord, généralement. d'accord. Attends, j'ai pas fini. Non, mais j'ai compris. T'inquiète Ouais, mais pas, en fait. attends, Je tu vas comprends encore que tu répondre. veux jongler. Non, je ne vais pas Non, je vais répondre. pas Là, jongler. regarde, tu Attends, m'as j'ai apporté pas une fini. clarification. Je t'ai laissé finir. Je t'ai Non, laissé s'il te plaît, finir. Benraj, vraiment. Parce que Ouais, tu vas mais je t'ai partir. laissé finir. J'ai compris vraiment. En fait, ce que tu veux dire, c'est que lorsqu'on entend date comme particulier, alors ça se réfère à Allah directement. Oui. Mais par contre, voilà, ça j'ai compris. Ok, je vais rebondir sur ça. Donc, si Allah, dans le contexte ici présent, est identique à la date, alors tu es d'accord que le concept Allah n'inclut pas les attributs. Bah non. Ok, très bien. Donc maintenant, moi, je vais Allah prime. Alors, Allah prime. Non, qui non, est non, non, l'ensemble- non, dans le sens où si. Le concept non, dans le inclut sens les- aussi. Non, non, t'as pas compris, parce que j'ai l'habitude de dire non que oui. Mais avec toi, c'est un peu plus facile de dire non que oui. Bref. Non, mais c'est assez facile. Mais bref. Non, en fait, ici, t'es en train de me dire. Non, ici, Zat, ici, c'est le particulier. C'est juste Allah, en fait, c'est tout. Hein. C'est Allah avec les attributs, etc. Il n'y a pas un truc, c'est pas une abstraction. Ce qui est l'abstraction, c'est la mahia. Ok. Ok, cette Ce qui est abstraction-là, elle abstraction, c'est la existe dans la réalité ou pas? Qu'est-ce qu'il y a? Non, ce qui existe, Cette c'est le particulier. Ce qui existe, c'est le particulier. Ok, les abstractions n'existent pas. C'est-à-dire les attributs d'Allah n'existent pas. Et c'est pas des abstractions. Qui t'a dit que c'est des abstractions? Bah, tu m'as dit que la mahia, c'est l'ensemble des attributs. Mais non, mais j'ai pas dit ça. La mahia, tu c'est m'as pas dit ça, l'ensemble des tu attributs. m'as Mais dit non, ça. mais non. Ah, si. Depuis tout à l'heure, on débat de la si, question si, de savoir c'est si pas les moi qui attributs aussi, sont. Depuis tout à l'heure, on est en train de dire que les attributs sont ajoutés à la mahia qui sont impliqués par celle-ci. Et toi, tu me dis, oui, mais en fait, ça veut dire que. Les attributs sont ajoutés à la mahia. Mais la mahia, c'est quoi exactement? La mahia, regarde, si on reste on va dans les concepts. Si on va dans les concepts, la mahia, c'est une chose. Ok, c'est un concept. On dit qu'on sait pas on connaît pas son contenu sémantique. On sait pas ce que c'est. On sait que ça existe. Ok, Qu'est-ce qu'il y a? d'accord. Donc ça revient plus ou moins à Attends, l'exemple j'ai que pas je fini, j'ai pas fini. que je t'ai donné tout à l'heure avec l'objet dans mon expérience de pensée qu'on ne connaissait pas justement la mahia. Non, Ça parce que celui-là, non, à la différence de à la différence de l'objet que tu as donné, on a des informations sur la mahia, mais pas des informations intrinsèques. On a des informations qui sont des concomitants, des Extrinsèques, négations d'accord, ou des jugements. Notamment, par exemple, on sait que la mahia est un être nécessaire. Pourquoi? Burhan al-Imkan, preuve de la contingence cosmologique, etc. Ok, Bref. donc la mahia est un être nécessaire et La- le la- référent la- de cette la- mahia-là, la- c'est Allah, c'est ça? Alors attends, là j'ai pas fini. Là, si on reste que dans le concept, après on viendra dans la réalité, les particuliers. Mais si on reste que dans le concept, on a la mahia qui implique nécessairement un certain nombre d'attributs. Et donc, ce concept général, formé par les deux, on appelle ça Allah. Ce qui existe dans la réalité, c'est pas deux particuliers, mahia plus les attributs, etc. Ce qui existe dans la réalité, c'est qu'un seul particulier. C'est qu'un seul particulier qui est Allah, qui a ses propriétés, ses capacités. Très bien. Est-ce que c'est clair? Par contre, là, C'est bon, clair. je t'ai dit que je réponds. Tu n'as pas et répondu, après, en fait. Tu n'as pas répondu. Ah si, j'ai répondu. Regarde, C'est quand je te dis que la définition que j'ai donnée d'Allah, est-ce qu'elle est vraie? c'est quoi la définition que tu as donnée? À savoir qu'il est l'ensemble attribut rattaché à la date. Oui. Elle est Enfin, vraie. mahia.
Non, non, peu importe. Non, La pas date, peu importe, pas peu importe. Arrête à dire de peu importe. D'accord, donc tout le temps, la c'est pas mahia, rigolo. est-ce qu'elle existe dans la réalité? Qu'est-ce qu'il y a? La mahia existe dans la réalité. La seule chose qui existe dans la réalité, c'est Allah. C'est pas un concept abstrait de mahia. Non, mais voilà, le référent, si tu préfères, de la mahia existe dans la réalité. Quand tu dis référent, bah, en fait, il y a deux possibilités de ce que Bah, tu il y a le entends par là. signifiant et le signifié, voilà, tout simplement. Le signifiant, Bah, c'est oui, mahia, mais justement, je te dis la seule chose qui existe dans la réalité, c'est le particulier, c'est l'ensemble. Ok, la seule chose qui existe dans le particulier, dans la réalité, c'est l'ensemble, c'est ça? C'est Allah, c'est le D'accord. particulier. Donc, est-ce que... Ok, donc l'ensemble est identique au particulier? Oui. Ah, donc l'ensemble est identique au particulier, donc il n'y a pas de réelle distinction, en fait. Entre l'ensemble et c'est l'ensemble, bah oui, mais on a défini Allah comme attribut plus essence. D'accord, donc étant donné qu'une pluralité est identique à une unité, comment tu peux concilier ça, s'il te plaît? Une pluralité identique à une unité? D'accord, donc l'ensemble, c'est-à-dire les attributs Mhm. qui sont constitutifs de l'ensemble, qui sont identiques au particulier. Tu m'as dit ça? Mhm. D'accord, donc comment ce qui est identique peut être l'objet d'une distinction encore? Une distinction entre quoi et quoi? Entre les attributs, par exemple? Une distinction entre les attributs? Oui. Mais où j'ai dit que les attributs sont identiques? D'accord, donc si tu me dis que l'ensemble, à savoir les attributs constitutifs de l'identité de Allah, de l'ensemble Oui. Allah, sont identiques au particulier, comment peux-tu me dire que... L'ensemble renvoie au particulier, oui. Alors, Oui. renvoi, c'est une chose, identique, c'en est une autre, attention. Mais qu'est-ce que tu Mais veux d'autre il y a que ça il y a une différence. Dire mais non, mais il n'y a pas de différence. bien sûr qu'il y a une différence entre on a donné comme définition d'Allah that plus, enfin, Maya plus tous les attributs. Ah, Mahia plus les attributs, c'est pas date plus les attributs. Parce que moi, quand je vais voir le Mais Cheikh Saïd Fouda, il me dit date plus les attributs. Mais parce que tu vois, t'écoutes pas parce que je t'ai expliqué. Non, non, je me connais pas mieux que le cher Saïd Fouda, mais je sais très bien ce qu'il dit contrairement à toi parce que toi, tu substitues les termes. Non, absolument pas. Alors absolument pas. Regarde, déjà premièrement, regarde. Le Cheikh Saïd Fouda déjà et d'ailleurs j'ai demandé même par mail concernant les attributs, il m'a dit que c'était alors les attributs d'Allah Ta'ala ne sont ni causés ni dérivés de son licence. Ces attributs essentiels qui sont inhérents de manière nécessaire, etc., etc. Ça c'est par mail il m'a répondu. Donc bon, je pense que ça discrédite ta position, mais on pourra en reparler. On pourra même introduire les nuances entre fa'il et ilah, tu vois, si je le dis bien, excuse-moi. Donc, et dans un autre passage, ça j'ai demandé directement à l'Institut Seeker Guidance. Il est plus là. Il est parti. Bon bah c'est dommage. Mais en tout cas, bon, j'aimerais qu'on reprenne la discussion après. Moi je vais manger aussi du coup. À tout à l'heure, je reviens après quand il revient. Vas-y.